Je vais commencer. Fait que, le titre, c'est Construction d'un petit observatoire automatisé à coût abordable qui peut être contrôlé à distance via un réseau local ou par Internet, entièrement dédié à l'astrophotographie. Bon, moi, c'est un petit observatoire, ça a de 6 pieds carrés. Le toit est à peu près 7 pieds carrés. Ceux qui s'y connaissent encore en système anglais, là, on est tous de cette génération-là, ou presque. Et grâce à Martin Dufault, ben, j'ai pu ajouter le moteur et les composantes que ça prenait pour automatiser tout ça et pouvoir utiliser ça à distance. Donc, on va regarder ça en détail. Fait que l'usage d'un petit observatoire, ça a de nombreux avantages. C'est surtout le principal avantage que je dirais, c'est pouvoir optimiser l'usage de nos instruments. Fait que vous n'avez pas à monter et démonter à chaque fois. Il est monté, il est parfaitement sur le pôle nord céleste. Tous les instruments sont installés. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'utiliser. Ça, c'est le gros avantage. Lorsqu'on a tout configuré nos instruments, c'est-à-dire qu'on est capable de faire l'autoguidage, on est capable de faire des photos, le focus, et tout ça, bien là, on vit notre passion au max. Là. Fait que là, on n'est plus des problèmes. Ah, je ne suis pas capable de faire mon focus, j'ai un problème d'autoguidage. Quand vous avez tout passé à travers de ça, là, on est au nirvana. Puis de nos jours, c'est possible maintenant de tout automatiser à un coût raisonnable. Vous n'avez pas besoin de dépenser 15 000 $ pour bâtir un observatoire. Et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Mais moi, ce soir, c'est abordable. Vous allez voir que c'est abordable, mon affaire. Je n'ai pas mis trop d'argent dans la bâtisse. Moi, ce que je voulais, c'est que ça fonctionne. Et c'est que la beauté de tout ça, vous allez voir, c'est qu'on a plein de logiciels gratuits qu'on peut utiliser. Les prix des ordinateurs ont beaucoup baissé. Ils sont plus petits, ils sont très performants. On est chanceux de vivre cette époque de haute technologie-là. Puis tout ça peut être opéré à distance grâce à un réseau local ou par Internet de nos jours. Et évidemment, à mesure qu'on prend de l'âge, moi, je m'en vais à 68 ans. Damien, c'est un âge respectable aussi, mais il fait encore d'astro. Souvent, il y a beaucoup de gens qui, à cause de l'âge, ben, ils ont serré, ils ont mis leur passion de côté. Ils disent, je suis trop vieux, ça ne me tente pas de sortir dehors, puis être piqué par les mouches ou bien faire geler. Ben, si vous avez un observatoire, puis vous pouvez contrôler à distance dans votre confort de foyer, ben, vous êtes en Cadillac. Ben, ça, c'est possible. C'est ça qu'on va voir avec la présente présentation. On va voir les points importants à considérer si un jour ça vous tente de vous fabriquer un petit observatoire automatisé. Ben, là, je commence par remercier mon cher ami Martin Dufault, que je vous ai présenté tantôt. Martin, sa grande générosité, ça a été de partager ce qu'il avait développé. Lui, il s'en était fait un d'observatoire automatisé. Et moi, ça faisait des années que je rêvais d'avoir ça. À un moment donné, il a tout envoyé ça sur Facebook. Je suis tombé dessus. Là, j'ai vu ça. Il avait tout mis les liens, le code Arduino, le pilote ASCOM. Moi, j'ai lu ça 2-3 fois. J'ai communiqué avec lui. J'ai dit, Martin, tu viens de changer ma vie. Là, mon rêve, c'est grâce à toi, de pouvoir le faire. Et je l'ai fait. Et ça, je ne serai jamais assez reconnaissant envers Martin pour ce qu'il a fait. Puis, vous allez voir, je vais en nommer d'autres aussi. Là. Fait que la première chose avant de se lancer dans un projet comme ça, il faut établir ses objectifs. C'est quoi qu'on veut faire? C'est quoi les équipements que je veux utiliser? C'est quoi les projets que je veux faire? Est-ce que je veux utiliser local? Est-ce que je veux l'utiliser chez moi ou je veux l'utiliser aussi par Internet? Et quoi les coûts de tout ça? Là? Mais ça, là, on s'assoit, puis on prend une feuille de papier, puis on commence à marquer des choses. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup lu sur Internet, sur les observatoires. J'ai pris des idées d'un, des idées de l'autre, puis je me suis fait un genre de petit plan à moi là, pour ce que je voulais faire. Chose bien importante, ça, à ne pas négliger. On vit tout de plus en plus des règlements par-dessus règlements, puis ça vient, c'est rendu fou. Là. On ne peut même plus rien faire de nos jours. Vérifiez avec votre municipalité. Au niveau de la construction, des remises, si c'est au agricole, si vous avez des servitudes d'Hydro-Québec ou d'autres sortes sur votre terrain qui pourraient vous empêcher de faire votre observatoire. Je vais vous donner une petite anecdote. Moi, quand j'avais déjà une remise sur mon terrain, et la voisine a travaillé à la municipalité, elle est venue me voir, elle m'a demandé si j'avais un permis. J'ai dit, un permis pourquoi?
Il dit pour une deuxième remise. Je ne fais pas de remise, c'est un observatoire. Là, j'expliquais c'était quoi un observatoire parce que le monde ne savait pas c'est quoi. Fait que j'ai dit, regarde, c'est un petit observatoire, il va être démontable. C'est un télescope que je ne vais pas utiliser à distance. Puis il dit, c'est pas une remise. Une remise, je mets mon stock dedans, j'en ai un à côté. Ben, je vais vérifier. Elle est allé vérifier à la municipalité, puis effectivement, il y a des règlements sur les remises, mais il n'y a rien sur les observatoires. Elle est revenue. Elle m'a dit, ben, avec ce que tu me dis, il dit, tu peux le faire parce qu'on n'a pas de règlement. J'espère qu'ils n'en feront pas, là, pour dire, ben là, vous n'avez plus le droit d'avoir un observatoire, parce qu'il fait ça, là. En tout cas, vérifiez pour être sûr avant de vous embarquer, parce qu'il y a des gens qui avaient des projets d'observatoire, puis ils sont dans des zones agricoles, puis quand il y a eu le temps d'aller chercher des informations, ils ont dit, ben non, tu n'as pas le droit de le faire. Fait qu'ils ont été obligés de demander des dérogations, ça se fait, mais c'est pour se battre contre le système, pour se battre contre des gens qui sont bien souvent, entre guillemets, restreints là, dans leur mentalité. Ah, on ne peut pas faire ça, parce que si on fait ça pour un, on va le faire pour d'autres. Regardez, il y en a qui se sont battus et qui ont réussi à le faire. Là. Maurice Favanché, à un moment donné, il était en Sainte-Christine, c'est zone agricole, puis il a réussi à le faire, à faire son observatoire à l'époque. Fait que vérifiez ça. Faites-vous un petit plan. Vous n'avez pas besoin de faire ça à l'échelle comme un architecte. Là. Faites un dessin. Excuse, Denis. Oui. Oui, ben, disons, Yves est avec nous autres. Yves Laroche est avec nous. On est à Coram, nous autres. Fait que Oui. nous autres, c'est sûr qu'au début, là, quand ça a commencé de même, ben, normalement, il y avait les principaux, tu avais Claude Boisclair, Roger Venn, puis Marc Martineau. Ben, c'est sûr que nous autres, on a eu une dérogation à ce moment-là pour faire nos observatoires. C'est comme tu disais tout à l'heure, à ce moment-là, c'est sûr que c'est important de mentionner ça. Fait que nous autres, on est, comme on dit, clean sur ça, là, mais pour le moment, ça va. Oui, je me souviens très bien les démarches que vous aviez faites à l'époque. Puis il y a justement M. Gingras à Gaspésie qui voulait faire un vol d'observatoire. Puis je l'avais mis en contact avec Roger Venn. J'ai dit, informe-toi que Roger Venn, lui, il avait tout préparé un gros dossier pour débattre cette partie-là. Puis ils ont réussi à faire leur observatoire, eux autres, à leur terrain. Fait que c'est ça. Faut vérifier. Fait que pour faire les croquis de votre observatoire, mais sans nécessairement faire un plan d'architecte, faites-vous des dessins, mettez des dimensions, des hauteurs, des largeurs. Ben, je vais placer mon télescope tel endroit, prenez vos mesures, tout ça. Après ça, vous allez dire, ben, maintenant, une fois que j'ai une bonne idée c'est quoi je vais faire, ben, on va regarder des matériaux où on peut les procurer les moins chers possibles. Des fois, vous avez peut-être des voisins qui ont des matériaux. Moi, j'en ai justement mon voisin qui avait du clapboard pour faire de la finition extérieure de sa remise. Il en avait plein. Fait qu'au lieu d'aller l'acheter du neuf, j'étais le voir, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ton clapboard en arrière? Je ne fais rien. Ben, il dit, veux-tu me le vendre? Ben, finalement, il me l'a vendu pas cher. Fait que, j'ai pu faire mon revêtement de mon observatoire avec ça. Je me souviens d'Edith, à un moment donné, elle avait été chercher des matériaux, ce gars, des matériaux maganés dans une quincaillerie dans son coin. Elle les a eu pas cher, puis elle a pu se faire son observatoire à Saint-Pierre. Fait que, il y a tout le temps des trucs. Maintenant, prévoir pour l'avenir. Quand vous allez faire votre colonne, là, vous avez peut-être un exemple, un petit télescope de 4 pouces. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'un jour, vous n'aurez pas un télescope de 12 pouces? Ça va peut-être vous tenter. Fait que, c'est plus facile de mettre un télescope de 4 pouces sur une colonne qui a 12 pouces de diamètre qu'à faire l'inverse. Je vais mettre un 12 pouces sur une petite colonne de 4 pouces. Fait que, moi, j'ai mis une colonne de 12 pouces, puis j'ai eu à mettre 2-3 télescopes sur ça avec des vis à béton. J'étais bien content d'avoir pensé à ça d'avance parce que au départ, j'avais un petit télescope dessus, un télescope de 4 pouces. Après ça, c'était un 12 pouces. Et j'étais bien content. Fait que prévoyez quand même, si jamais vous voulez un jour, on ne sait jamais, peut-être là, au moment où vous faites votre observatoire, vous n'avez pas l'intention, mais éventuellement, si vous avez un gros télescope à mettre dedans, mais j'ai-tu de la place dans mon observatoire pour m'en mettre un gros télescope sans tout démolir? Fait que ça fait partie des choses à réfléchir. Maintenant, des ressources d'aide politique. Bien, il y a énormément d'informations sur Internet de nos jours. Vous en avez plein sur YouTube, Facebook, les groupes de discussion, Club d'Astro, Internet, la Fédération, l'ACAIC et maintenant le groupe Astrophoto Québec. Le groupe Astrophoto Québec, il est là pour ça. Si vous avez des questions, je vais faire un observatoire, c'est quoi vous me conseillez? Bien, il va y avoir plein de monde qui l'ont fait, qui vont vous envoyer de l'information. Fait que gênez-vous pas d'envoyer vos requêtes, vos demandes sur Astrophoto Québec. C'est là pour ça. Fait que ce soit au niveau électronique, informatique, bricolage, mécanique,
Gênez-vous pas. C'est là pour ça. Puis, allez-y par étapes. Bon, on commence. On ne fait pas tout en même temps, là, parce qu'il ne faut pas vous stresser inutilement. Moi, la première chose que j'ai fait mon observatoire, puis mon toit, là, je vais le pousser à la main. J'étais de même pendant à peu près 4-5 ans. Là. C'est juste depuis que Martin a mis ses informations sur Internet que là, j'ai dit, je vais pouvoir mettre un moteur. Mais sauf que je n'étais pas équipé comme il faut pour mettre un moteur sur mon observatoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Fait que, au départ, quand vous installez votre télescope avec tous les accessoires, il faut que ça fonctionne parfaitement. L'observatoire, c'est juste un abri, dans le fond. Fait que, assurez-vous d'être à l'aise avec votre télescope, vous êtes à l'aise en astrophoto, puis après ça, le projet d'observatoire suivra. Ensuite, c'est-à-dire, on bâtit l'observatoire. Et un petit peu plus tard, on peut rajouter un moteur de porte de garage, puis simplement ouvrir le toit et le fermer avec des petites applications maintenant qui viennent sur le téléphone. Les nouveaux moteurs de porte de garage. Éric Truchon, il est avec nous ce soir, il va vous l'expliquer tantôt, c'est ce qu'il fait. Lui, il est à Rimouski, puis il y a un observatoire sur le terrain de Patrick Dubé, qui est à peu près peut-être une vingtaine de kilomètres de chez lui. Mais il est chez eux dans sa maison, puis avec son téléphone, mais il ouvre son toit. Si on rajoute à ça un petit circuit Arduino qui coûte à peine 50 $, très facile à faire. Mais là, vous pouvez utiliser des logiciels qui vont tout vous faire automatique. Il va l'ouvrir puis il va le fermer. Automatique. Fait que ça, c'est des choses. Fait que, évidemment, quand on utilise un observatoire à distance, il faut avoir l'Internet ou un réseau local. Ce n'est pas vraiment compliqué. Vous avez simplement qu'à rajouter soit un routeur ou un Internet switch. Ça, je vais en parler plus tard. Là. Fait que ça, encore là, ça peut se faire par étapes. Une Web Power Switch, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui permet d'ouvrir et de fermer des accessoires à distance. Fait que souvent, ça m'est arrivé, lorsque je faisais de la photo, j'ai une caméra qui plante. Mais là, je ne suis pas capable de la fermer parce que je suis obligé de sortir dehors, aller dans l'observatoire, la fermer puis l'ouvrir. Mais avec une Web Power Switch, je la fais à distance. On va regarder tantôt comment ça fonctionne. Installation de caméra IP, mais ça, c'est important. C'est comme nos yeux, ça. Si vous êtes à distance, vous êtes dans la maison, vous ne voyez pas ce qui se passe dehors. Fait que c'est important d'installer une caméra à l'extérieur puis à l'intérieur aussi. C'est pas tellement cher maintenant. Vous en avez tous les prix, vous en avez des secondes mains. Il y en a partout à ce stade des caméras avec des LED infrarouges qu'on peut allumer et éteindre à distance. C'est important de savoir l'état du ciel. Là. De beau à regarder notre météo, puis regarde, il annonce beau ce soir. Mais est-ce que c'est beau chez vous dans ta cour? Ça, c'est une autre affaire. Moi, quand je regarde les nivelles à Gatineau, puis je regarde à Val-des-Bois, c'est différent. Fait que, ce que j'ai installé une caméra iSky. C'est une ZWO avec une petite lentille grand champ qui vient avec. Puis j'ai installé ça dans une boîte hermétique, là, avec un système de chauffeur pour la neige. Puis ça me montre le ciel. Et ça, c'est un must. C'est important d'avoir ça. Ensuite, un détecteur. Là, vous voulez protéger vos équipements parce que, OK, je fais ma séance d'astrophoto, mais on va me coucher. Bien, d'un coup, que dans la nuit, il passe, je ne sais pas, un orage. Ça arrive, ça? Ça arrive de temps en temps. Ça m'est déjà arrivé. Mais vous ne savez pas, vous voulez dormir sur vos oreilles. Mais il se vend maintenant des détecteurs de nuages qui coûtent environ 500 $, qui sont compatibles avec les logiciels comme Nina, ça, c'est des Commander puis d'autres. Prism, ces logiciels-là. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il tombe de la pluie sur le détecteur, il ferme la session, il parque la monture, puis il ferme le toit automatique. Donc, vous levez le lendemain, vous dites comment ça, mon toit est fermé? Puis là, vous voyez, c'est du temps partout. Puis là, vous regardez le log de votre logiciel, puis ça vous dit, mais vous avez eu de la pluie à 2 heures du matin, monsieur. Puis votre système vous a protégé, il va tout fermer ça. Ça, c'est important. Et fabrication d'un circuit Arduino très simple, c'est vraiment simple. Vous n'avez pas avoir des connaissances en électronique pour construire un robot. Là. Un petit Arduino bien simple avec quelques résistances, des condensateurs, puis vous suivez un petit schéma, là, puis Stéphane Ferratiak qui a fait un beau petit logiciel pour tester tout ça, là, qui est disponible sur mon site web. Fait qu'une fois que vous avez testé votre petit Arduino, vous allez avoir du fun après. Fait que ça permet d'utiliser des logiciels comme Prism, Nina, c'est les Commander pour tout faire. Et ensuite, on a souvent des pannes d'électricité au Québec.
sais pas, en France, c'est différent, mais au Québec, on a ça souvent. Fait que moi, si j'ai une panne d'électricité qui dure une seconde, mais j'ai tout perdu. Il arrête tout, là, tous mes logiciels, ça ne marche plus. Fait que je me suis acheté une batterie backup là, chez Amazon de 1500 voltampères qui me donne à peu près une autonomie de quasiment 40 minutes. Puis ça m'envoie un signal sur mon email. Ça me dit, je viens d'avoir une coupure d'électricité. Maintenant, c'est la batterie backup qui prend le contrôle de ton observatoire. Tu en as pour une demi-heure. Puis tu entends des bips. Là. Fait que, à mesure que les bips augmentent, là, il dit, tu en as pour 15 minutes. Puis qu'est-ce qu'il fait après 15 minutes? Ben, il va simplement fermer l'ordinateur puis il va protéger le restant de la batterie backup pour pas qu'elle se vide complètement. Puis quand l'électricité va revenir, mais là, automatiquement, mon ordinateur va s'ouvrir. Puis là, je pourrais procéder à la suite de prendre d'autres photos si je voulais. Mais on est au Québec aussi. Moi, je voulais faire un observatoire le plus autonome possible. Bon, on a de la neige au Québec. Ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais mettre sur le toit que je n'ai pas besoin de pelleter à chaque fois qu'il y a de la neige pour me retrouver avec 2 pieds de neige sur le toit. Bien, il y a des systèmes de chauffage qui mettent sur les toits là, le long des corniches là, pour enlever la glace. Fait que je me suis acheté ça, j'ai fait un petit peu comme un tic-tac-toe là, sur le toit. Et ça fonctionne super bien. Moi, ça fait 5 ans que je ne pelle pas pantoute. Justement, pour tester, ça va-tu fonctionner si je ne le pelle pas pantoute? Et ça fonctionne à merveille. Et vous allez voir comment c'est facile d'installer. Fait qu'on va regarder tout ça en détail. Puis, si vous avez des questions, notez-le. Puis, je vais probablement avoir des réponses qui vont se donner au fur et à mesure que je vais avancer dans le projet. Fait que la première étape, on suppose que vous connaissez très bien comment utiliser votre télescope, vous connaissez votre monture, vous connaissez vos caméras. L'étape, c'est faire un observatoire parce que ça ne vous tente plus de tout fermer, tout ouvrir. Évidemment, il faut que vous ayez la place pour ça. Puis vous ayez vos permis, vous avez le droit de le faire. Donc, moi, là, il est petit. La dimension, c'est de 6 pieds carrés. Puis le toit, il est à peu près 7 pieds carrés. Je vais vous montrer les plans tantôt. Puis vous voyez, moi, j'avais une porte de métal ici que j'ai coupée parce que moi, je ne voulais pas me pencher. J'ai été souvent visiter des observatoires. Mais là, il faut que tu te penches quasiment à 4 pattes pour rentrer dans l'observatoire. Non, moi, je voulais aller dans l'observatoire debout parce que je me dis, mais je ne serais pas trop jeune. Là. On va vieillir, on va avoir mal dans le dos, on va avoir mal partout. Fait que, on va ouvrir la porte, on va garder la tête haute. Fait que j'ouvre le toit, j'ouvre la porte, je rentre debout, je mesure 5 pieds 8, puis c'est correct. Les murs ont seulement 4 pieds de haut. C'est pas tellement haut. Pourquoi? Parce que j'ai quand même des horizons que je peux aller chercher. Donc, ici, je vais rajouter du texte. Fait que pourquoi un toit ouvrant? Parce que c'est ça qui est le plus facile à faire. C'est vraiment, vraiment facile. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en menuiserie à tout casser, là, pour construire une maison. Allez voir sur YouTube comment construire une remise. C'est exactement le même principe. Tout aussi simple que ça. Fait que vous faites votre plancher. Moi, je l'ai fait dans le béton, recouvert avec des tuiles en caoutchouc. Mais la plupart du monde le font en bois, puis c'est correct. Si vous faites en bois, assurez-vous qu'il y ait de l'aération tant que possible en dessous, parce que sinon, ça va pourrir. Fait que, vous pouvez lever votre plancher un petit peu, mettez des grillères pour pas que les bébites aient en dessous, les moufettes, les ratons laveurs et tout ça. Puis, il faut que l'air circule. Exactement comme une remise. Fait que, si vous avez chez vous de la lumière des voisins, puis vous n'avez pas d'horizon, mais là, vous pouvez faire vos murs plus haut. À ce moment-là, ça va cacher la lumière des voisins. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez circuler autour, puis que le télescope, lui, qui peut se bouger dans tous les sens sans qu'il accroche à rien. Puis calculer, si jamais vous ajoutez un télescope sur le dessus, il va être capable de fermer le toit. Une chose qui est importante, dans la monture, si vous choisissez une monture, essayez d'en choisir une que vous pouvez parquer à l'horizontale. La paramonte, elle peut le faire. Mais moi, j'ai une vieille monture Iaptron, elle parque à 45 degrés à pointe vers le pôle Nord-Cédis. Je ne peux pas avoir un observatoire qui est aussi bas que celui-là. Je suis obligé de faire une cabane en pointu, vous allez voir tantôt. Là. Je n'ai pas pu l'automatiser comme je voulais celui-là. Mais la prochaine monture, si je m'en achète un autre, ça va être un Iaptron qui va être capable de parquer à l'horizontale.
Fait que à ce moment-là, je vais pouvoir mettre mon observatoire un petit peu moins haut, puis profiter de l'horizon. C'est possible. Faites-le, si possible, si c'est un petit observatoire, faites-le démontable ou transportable. Il n'y a rien qui dit qu'un jour, vous n'allez pas avoir besoin de le transporter ailleurs, votre observatoire. Mais faites-le avec des vis. Moi, je n'ai rien de clou dans ça. C'est tout vissé. Fait que tout pourrait se défaire là, simplement avec une drill puis avec une bite là, pour enlever avec une petite tête carrée. Là. J'enlève mes vis, puis j'identifie tous mes morceaux de bois. Je prends ça, je déménage ça, exemple, à Rimouski, puis je m'en vais tout rebâtir ça là-bas. Mais si vous avez mis ça avec des clous puis tout, là, ben, bonne chance, parce que c'est pas un cadeau quand vous avez mis des clous. Les clous, ça rouille, puis ça casse. Mais pensez à le faire démontable. Puis le toit, c'est important qu'il dépasse un peu. Voyez-vous, là, vous allez le voir sur des plans. Moi, ça dépasse de 15 cm de chaque côté puis en avant ici. Ça dépasse en avant, puis ça dépasse 15 cm. Par contre, en arrière, il flush. Je vais vous expliquer pourquoi. Fait que ça, là, quand il neige, puis je fais fondre la neige, mais tous les glaçons se mettent à côté ici. Ça n'empêche pas du tout la glace de s'infiltrer pour empêcher le mouvement du toit. Fait que, c'est important aussi d'avoir de la circulation d'air. Quand on ferme notre télescope, il est tout tremble en général. Tout plein de jet, l'automne, c'est tout plein d'eau. Il faut qu'il y ait de l'air qui circule. Il ne faut pas que ce soit hermétique, sinon vous allez faire rouiller vos appareils. Fait que moi, j'ai aucun problème avec ça, parce qu'ici, en dessous, là, ça ici, c'est seulement avec des bavettes, là, des bavettes en caoutchouc, vous allez voir tantôt. Là. Et ces bavettes-là, mais en dessous, j'ai de l'air qui circule sans problème. Il n'y a aucune neige, aucun eau, même avec des gros orages, j'ai eu quasiment des ouragans. Il n'y a rien, le toit, il n'a jamais bougé. Je n'ai jamais eu d'eau et de pluie à l'intérieur de l'observatoire du tout, même avec ces bavettes de caoutchouc-là. Je vais juste agrandir un peu ici mon écran. Vous allez voir ici la raille que j'avais. C'est une raille de porte de grange, ça, que j'ai installée. Ça, c'est la prochaine étape à vous montrer. Ça, j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette raille-là, mais vu que je l'ai sur la photo ici, je vous la montre tout de suite, puis je vais vous l'expliquer dans les prochaines photos. Bon, justement, on est rendu là. À éviter des rails pour porte de grange. Si je me souviens bien, Sam, toi, c'est ce que tu as dans ton observatoire. Fait qu'on pourra en discuter tantôt. Moi, c'est ce que j'avais. J'avais pris le modèle de Jean Vallière. D'ailleurs, la prochaine photo, c'est les de Jean Vallière. J'avais été le voir. J'avais pris plein de photos. Jean avait installé des rails de porte de grange. Ici, vous avez une slot. Puis ça, évidemment, la rail, elle est fixée sur un 2x4 qui est ici tout le long. Et ça dépasse à l'extérieur pour recevoir le toit lorsqu'on ouvre l'observatoire. Et vous avez 4 petits trous métalliques ici. Ici, j'ai mis une petite botte filetée là, qui glisse à l'intérieur. La botte, elle sort ici. Puis elle va accrocher le toit ici. On voit un peu la qui sort ici avec un petit tarot là, pour justement le maintenir au-dessus. Et ça, je pousse ça. Mais il a fallu aussi que je rajoute pour protéger les rails ici à l'extérieur. Jean avait eu une très bonne idée. Il avait été chercher, lui, des genres de supports qu'on met dans les sous-sols pour faire un peu comme mettre des cloisons. Là. C'est en métal, ça. C'est très mince. Là. Lui, il avait accroché ça après son toit. Puis quand il ouvrait son toit, mais ça pendait en arrière. Regardez, je le monte ici. Là. Fait qu'on le voit ici. C'est un genre de... Je vais juste le grossir. Bon, ici. Je vais se tasser avec ça. Fait que ça, c'est les rails qui ressortent ici avec normalement, quand le toit il pousse, mais ça, c'est accroché, c'est fixé sur le toit. Ça glisse sur la rail. Fait que ça ressort ici, dans le vide. Mais ça, c'est tellement mince qu'un coup de vent peut vous le casser. Là. Moi, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. J'ai eu un coup de vent, puis à un moment donné, ça a cassé. Ça a carrément plié. Là. Il a fallu que j'ai déplié à la main, puis même, il a fallu que je remplace parce que une fois que c'est plié, ben, ça cause un problème, ça, de replacer ça. Bon, voyez-vous, la traque ici, elle se ressort, puis ça permet de la protéger de la pluie, du vent, de la neige et tout ça. Mais ce n'est pas efficace auto. Mais là, le problème que j'avais, je reviens à ma photo précédente. Oups, ici. C'est quand que je poussais mon toit, je ne sais pas ce qui se passait. C'est que mon toit, c'est comme s'il bougeait, mais les morceaux de métal ici, ils venaient frotter sur le bord. Ça faisait une friction.
Et je suis obligé de pousser sur le toit, de reculer, de le pousser, de reculer, de le pousser. Je forçais comme un malade, puis de temps en temps, je sortais un petit sac là, pour me défouler. Là. Puis il dit, ouais, c'est vraiment pas efficace, mon système. Ben, Martin, lui, quand il a sorti toute sa technique là, sur son observatoire automatisé, lui, il avait l'affaire. Fait que, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il utilisait ici des rails en fer angle qui sont fixés ces deux extrémités. Ça, c'est totalement un stopper ici. La roue ici, mais encavée, elle vient juste à côté ici. Ça, c'est surtout sur le long de l'observatoire jusqu'au bout. Fait que c'est fixé au début, à chacune des extrémités par des vis longues, dans le 2x4. Puis là, j'ai mis du caulking tout le long ici pour empêcher l'eau de rentrer. Et vous allez voir, tantôt, j'ai installé maintenant des fils chauffants en intérieur ici pour vous montrer comment j'ai fait. Et ici, on a des roues encavées qu'on peut se procurer par Internet chez Matt Roulette à Montréal. Moi, j'en avais acheté 4. Puis chacune des roues, ça peut supporter 600 livres par roue pour un diamètre de 10 cm. Si le diamètre est plus grand, mais vous pouvez avoir 800 livres. Fait que, il y a différents diamètres, mais ce qui est le fun, c'est que, regardez ici, l'avantage d'une roue comme ça, c'est que vous avez seulement 3/4 de pouce de chaque côté qui va sur la rail. Et quand vous avez de la neige ou de la glace, mais au lieu d'être sur toute la longueur avec l'ancien système, parce que l'ancien système, quand il y avait de la glace, bien, ça figeait. Quand je le poussais, moi, avec mes deux bras, mais là, je forçais encore plus parce que c'était tout gelé. Puis lui, avec la moteur de porte de garage, il va le pousser pareil, sauf qu'il va y aller par bout. Il va faire un bout, après ça, il va sentir une tension. Un moteur de porte de garage, c'est ça l'avantage. Il sent une tension, il recule. Fait qu'il va le repartir encore. Là, il va faire un autre petit bout, peut-être 2 pieds de plus. Il va reculer. Jusqu'à temps qu'il ait tout dégagé la rail ici pour aller se placer. Après ça, vous pouvez utiliser votre observatoire sans problème. Fait que c'est ça, là, un toit qui pèse 180 livres, je le pousse avec une seule main. Avec l'ancien système avec les rails de porte de grange, là, j'étais les deux bras, puis forcé, là. Écoute, je forçais comme un fou, là. Puis j'avais à peine, j'avançais avec difficulté à cause du frottement des barres. Fait que c'est le système que je vous recommande d'installer sur votre observatoire. Maintenant, comment c'est fait? Il y a plein. Fait que ici, vous avez la partie qui contient l'observatoire lui-même. Sur le mur, moi, j'installe mes web switches, j'installe mes petits ordinateurs, j'installe mon routeur et tout ça, puis je mets une toile de plastique par-dessus pour le protéger. Fait que vous avez ici l'observatoire, puis vous avez la partie qui reçoit le toit. Fait que j'ai simplement une planche ici avec les roues encavées à chacune des extrémités. Et j'ai 3 trosses seulement. Et ce qui est important aussi, c'est de faire votre toit le plus léger possible. Parce que c'est pas bien long qu'en rajoutant des planches. Puis là où il va augmenter en poids. Le mien, il pèse environ, je dirais, entre 160 et 170 livres à peu près. Malgré que c'est pas tellement pesant, moi, je suis capable de soulever avec mon épaule. Là. Je force un peu. Là. Mais c'est à peu près ça qui pèse. Mais le fait de l'avoir une roue encavée, on peut facilement le pousser d'une seule main, malgré même avec un poids de 180 livres. Et ça glisse tout le long ici. Et vous allez voir, tantôt, on va ajouter un moteur de porte de garage. Moi, je l'ai mis au centre ici. Il y a des gens comme Éric Truchon, puis Martin, lui, il l'avait installé sur le côté le moteur. Maintenant, dans leur nouvelle version d'Observatoire, j'ai vu qu'eux autres aussi l'avaient installé au centre. Je vais leur demander tantôt, là, ça sera la période de questions, de m'expliquer pourquoi ils ne l'ont pas installé sur le bord comme il avait l'habitude de faire, maintenant qu'ils l'ont installé dans le centre, parce que je sais qu'Éric a une version à peu près semblable au bien. Sur un observatoire, à peu près, il a 6 pieds carrés, mais il a mis son moteur au centre. On lui pose la question tantôt. Et puis ici, vous allez voir tantôt, lorsqu'on va parler des moteurs de porte de garage, il y a des senseurs infrarouges. Ça vient tout avec le kit. Fait que le senseur infrarouge, je les mettais de chaque côté en diagonale. Quand le télescope est parqué, donc à l'horizontale, le rayon passe bord en bord. Fait qu'il y a un récepteur puis il y a un émetteur. Puis là, ça fait comme flasher. C'est-à-dire c'est que la lumière ne flash pas. Fait que là, vous pouvez utiliser le moteur. Mais si lui, le télescope n'est pas parqué puis il coupe le rayon, la lumière elle flash, ça je le vois avec ma caméra,
À ce moment-là, je ne peux pas utiliser le moteur. Il faut que je parque ma monture avant. Fait que ça fait une protection pour la monture. Puis ici, à l'entrée, j'ai installé un bouton pressoir là, pour quand je rentre, je vais ouvrir mon toit, je pèse sur le bouton. C'est exactement comme un garage ordinaire. Un moteur de porte de garage, c'est comme ça. Vous rentrez dans la porte, vous avez un bouton, la porte s'ouvre, puis à un moment donné, si vous êtes un obstacle, si vous touchez à votre porte qui descend, mais lui, ce qu'il va faire, il va reculer, il va monter. C'est exactement ce qui va se produire. Si jamais, lui, il viendra à côté, si vous n'avez pas votre système infrarouge, s'il vient à côté sur de la monture, il sent un obstacle, lui, il va reculer. Fait qu'il ne poussera pas votre monture au point de briser. Il va juste à côté parce qu'il va sentir un obstacle. Fait que, vous allez voir les avantages tantôt parce qu'on va discuter de ça. Fait que ça, c'est une vue sur le côté. Fait que ici, si on regarde le devant, j'ai ma petite porte qui est en avant, j'ai mon moteur qui est au centre, c'est normalement mon observatoire qui est parqué à l'horizontale. Puis j'ai mon toit qui glisse avec les roues encavées sur les rails en V inversé, en fer rente. Et on voit ici que sur chaque côté, il y a il y a un espace de 15 cm. En avant aussi. Puis, par contre, ici en arrière, où ce que vient s'attacher la tâche pour le moteur, pour pouvoir tirer sur le toit, mais ça arrive exactement flush au derrière de mon observatoire ici. C'est rien que cette partie-là là, qui est flush. Le restant, il y a 15 cm de différence. Bon, c'est important, quand j'ai dit tantôt, de faire votre toit le plus léger possible. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement acheté des 2x4, puis avec mon banti, j'ai scié en deux. Fait que, ici, c'est simplement la moitié d'un 2x4 que j'ai fait comme des trosses avec ça. J'en ai 3. Fait qu'il y en a un, chacun des extrémités, j'en ai un au centre. Et au centre, ici, vous avez un trosse qui est complètement sur la fête, la crête, le dessus de mon trosse. Et là, j'ai été visser mes planches sur le dessus du toit. J'avais installé un peu comme ça ici, comme le squelette. J'avais installé exactement comme ça. Après ça, j'ai posé les planches une fois que mon support était déjà dessus. Ça, c'est pas tellement pesant. Un gars tout seul peut facilement le mettre sur les rails. Puis ici, au bout, j'ai mis des stoppers. En passant ici, vous allez voir des sensors magnétiques. Tantôt, on va vous en parler lorsqu'on va parler d'Arduino. Bien, senseur magnétique, ici, il y a un aimant d'accroché qui est fixe sur le toit. Quand le toit est fermé, l'aimant il arrive vis-à-vis le senseur ici, ça l'indique toit fermé. Ça l'indique ça au driver Rascom. Puis là, ce qui est ouvert, l'aimant est vis-à-vis le senseur magnétique qui est ici, ça l'indique toit ouvert. Fait que ça, on va l'expliquer tantôt, mais j'en profite maintenant que j'ai le schéma devant moi. Bon, fait que ça, on l'a vu. Fait que c'est ça. Fait que moi, ici, vous voyez, là, j'ai un support ici qui est à peu près je dirais peut-être 3 pouces de large, où ce que j'ai mis mes roues encavées ici avec une petite slot. Là. Je pourrais les ajuster ici en largeur pour que ça arrive le plus égal possible. J'ai fait ça les 4 côtés, comme on le voit ici très bien. Et ça ici, c'est justement sur une petite plaque métallique en aluminium, j'ai fixé mon petit aimant qui arrive vis-à-vis mon sensor magnétique. Bon. Ici, le toit. Bon, pour éviter de se mettre trop de poids, parce qu'en général, sur les toitures, on met du recouvrement des tuiles. Ça, c'est très pesant, des tuiles. Juste le sac, prenez ça, ça pèse quasiment 50 livres. Moi, je n'ai pas voulu mettre ça. J'ai dit, je veux mettre quelque chose de léger puis des couleurs blancs. Pourquoi blanc? Mais ça réfléchit la chaleur. Vous n'avez pas d'idée, l'été, quand il fait chaud, tout ce qui est noir, combien ça absorbe la chaleur. Ici, j'ai des bavettes en caoutchouc noir. Normalement, c'est noir, ça. J'ai découpé ça avec un X-Acto, c'est fixé. J'ai des peinturés blancs avec la peinture Trainclap, du blanc réfléchissant, glacé. Là. Et c'est toute une différence. Quand je le touche l'été aux grosses chaleurs, je mets mon doigt dessus, ma main dessus, je sens quasiment pas de chaleur. Quand il n'était pas peinturé, je mettais ma main dessus, ça brûlait la main. Fait que mettez toujours du blanc réfléchissant sur vos observatoires pour réfléchir la chaleur, l'infrarouge. Fait qu'ici, ce que j'ai fait, c'est que ici, on appelle ça du Suntoff. J'ai trouvé ça sur Rona, l'entrepôt. C'est comme des plaques gaufrées que vous mettez avec des supports. Vous mettez vos supports en dessous et vous mettez ça avec des vis, avec un petit caoutchouc après ça. Ça vient se fixer par-dessus. Puis vous mettez un fight par-dessus ici pour faire des joints sur le dessus.
Et moi, j'ai rajouté ici des fils chauffants. Ça, c'est par la suite, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, j'y allais par étapes. Fait que, si j'avais à le refaire mon toit aujourd'hui, je les mettrais en dessous. Fait qu'ici, je les mettrais en dessous parce que, en les mettant sur le dessus, ça fonctionne, mais ça fait comme un petit tecto. Partout où il y a des fils, ça va fondre, mais ailleurs, ça ne fondra pas. Fait qu'ici, dans la partie ici, ça ne fond pas, mais partout dans la partie où il y a des fils, ça fond. Ça fait des gros glaçons qui coulent sur le bord ici. Mais en le mettant en dessous, le plastique est conducteur de chaleur. Fait que toute la chaleur se répartirait un peu plus uniformément dans le plastique. Puis là, je verrais probablement une grosse partie de ma neige fondre par-dessus parce que la chaleur monte. Elle se transmet au plastique. Donc, j'aurais une meilleure répartition de la chaleur en le mettant en dessous de ma toiture Suntoff. Et ça pèse rien. Là. Prenez ça dans les mains, là, puis vous installez ça. Ça s'installe très, très, très facilement. Beaucoup plus facile à installer que du bardeau d'asphalte. Et beaucoup moins pesant. Et c'est ça que ça a l'air une fois fini. Ça a l'air un peu ça, mais normalement, si j'avais mis un fil l'entour, ça serait un peu plus esthétique. Ici, j'ai mis des petites bavettes en caoutchouc que j'ai peinturées blanc parce qu'ici, en dessous, c'est le jour. Donc, l'air circule parfaitement en dessous. Ici, sur les côtés, quand il pleut, la pluie, elle vient frapper sur les côtés, mais elle descend. Elle ne rentre pas à l'intérieur. Ça, c'est quand même plus bas là, que la partie qu'on voit le jour à l'intérieur. Et ça, c'est flexible. Ça veut dire que quand le toit est haut, ça fait juste se replier. Puis quand il referme, il se replie aussi. Fait que c'est très facile à installer. C'est très solide. Moi, ça fait des années que j'ai ça. Maintenant, la deuxième étape, fait que si vous décidez on installe un moteur de porte de garage. Là, je vais expliquer après ça pourquoi un moteur de porte de garage. Ça s'installe super facilement. Fait que vous voyez ici, mon toit, il arrive flush. J'ai encore là mis des bavettes là, qui sont flexibles. Ici, la tâche j'ai une rail. Vous avez une rail ici qui va se fixer à l'intérieur, ici, sur le 2x4. Ça se fixe avec des vis. Et l'autre partie, c'est le moteur. Lui, il vient se fixer avec des braquettes en métal ici. Bien comme il faut, ça devient très solide. Puis cette rail-là, ici, mais vous avez un système qui glisse sur ça. Moi, j'utilise une chaîne, un genre de chaîne à vélo. Il y en a qui sont des chaînes en plastique, ça, je ne vous le recommande pas. Je vous conseille d'utiliser des chaînes que vous, de temps en temps, vous mettez de l'huile dessus, là, du W40 ou du PL. Là. Puis également ici sur le dessus de la rail. Et ça, moi, je l'ai fait chauffer. Je l'ai chauffé aussi, vous allez voir plus tard. J'ai un fil chauffant qui est tout le long ici, qui est clippé avec des paper clips. C'est des grosses paper clips qu'on achète chez Bureau en gros. Là. Mais j'en ai tout le long ici. Fait que la chaleur du fil se transfère au métal, puis jamais j'ai de neige ou de glace qui se forme sur la rail. Donc, il n'y a aucun obstacle pour le mécanisme ici. Ce mécanisme-là, il peut se déclencher. J'ai un petit mécanisme ici que je tire. Normalement, il y a une corde après ça. Je clique dessus, puis là, ça vient tout lousse. Je peux pousser mon toit à la main, là, puis il va glisser le long de ma rail là, parce qu'il n'est pas enclenché. Puis, il peut même aussi se défaire ici. C'est rien qu'une botte là, que j'ai mis. La botte n'est même pas serrée. Fait qu'au pire, je pourrais dire, ben regarde, on défait la botte, puis je pousse mon toit aussi. Fait que, tout ça, c'est facile à installer. Tous mes fils qui partent du moteur passent en dessous ici de mon 2x8. C'est juste en dessous ici. Puis ça va à l'intérieur de l'observatoire à mon Arduino, puis à mes senseurs magnétiques, puis avec ma prise murale. Fait que ça passe là. Fait que c'est là. Fait qu'on avance. Fait que les avantages d'un moteur de porte de garage, ben c'est facile à trouver. J'en avais partout. J'en avais chez Allen Tire, j'en avais chez Renault Entrepôt, j'en avais chez Amazon. J'en avais de tous les modèles, de toutes les forces. Moi, c'est un demi-HP. Il est en spécial à un moment donné à 180 $. C'est un vieux modèle des années, des années 90. Là, avec une manette sans fil qui vient avec ça. Tout le kit vient avec. Les senseurs infrarouges, les fils, la manette sans fil, le bouton pressoir, ça vient tout dans le kit. Fait que à un moment, on installe ça évidemment dans un garage, mais moi, je l'installe pour mon observatoire. Fait que ça peut être, on peut l'ajuster pour qu'il puisse ouvrir ou fermer à un endroit précis sur la rail. Fait que c'est le fun qui est le fun. Fait que vous actionnez à la main ou avec votre manette votre moteur. Là, il dit OK, mon toit, je le ferme. OK, c'est là qu'il va arrêter.
Fait que tu le programmes. Il va arrêter à l'endroit précis. Puis après ça, quand tu veux tu l'ouvres, là, tu dis, ben là, je veux qu'il arrête à cet endroit-là précis. Fait que la fermeture et l'ouverture à des endroits précis sur l'arrêt, tu peux le faire avec ce moteur-là. C'est tout dans les instructions. Ensuite, quand il arrive, lui, au bout, il ralentit. Ça, c'est le fun parce qu'il y a des moteurs comme les moteurs de treuil, ça arrache tout, là. Mais lui, il arrive au bout, là, il ralentit puis il arrête bien smooth, là. Fait que ça, c'est bien le fun d'avoir à l'essai. Ça vient avec un interrupteur mural. Fait que je peux l'actionner. Moi, quand j'ouvre ma porte, je pèse sur le bouton, il ouvre le toit. Puis je peux le faire également avec la manette sans fil. Ça peut se faire facilement avec les deux. Il possède des senseurs infrarouges de protection. Ça, c'est un plus. Parce que vous le mettez à 45 degrés, comme je vous ai montré tantôt, de bord en bord du télescope. Quand il est parqué, là, je peux utiliser mon toit. Je peux le fermer ou l'ouvrir. Mais si le rayon infrarouge est bloqué, là, vous allez avoir la LED qui va flasher. Quand même, vous pesez sur le bouton, vous actionnez votre manette, ça ne marchera pas. Il faut vous trouver la manière de passer les rayons au-dessus pour que le récepteur, l'émetteur et les récepteurs se voient. Puis à ce moment-là, vous pouvez vous pouvez l'utiliser. Ça, je l'ai dit tantôt, fait qu'il y a une vitesse ralentie. Ensuite, ça peut être facilement couplé à un circuit Arduino pour pouvoir l'ouvrir et le fermer à distance avec vos logiciels via un réseau local ou par Internet. Fait que, si vous utilisez Nina, CD Commander ou Pris, bien, ça vous prend le petit circuit Arduino parce que lui, il faut qu'il lise avec le driver Rascom. Bien, il est-tu ouvert ou il est fermé, ton toit? S'il est fermé, je vais l'ouvrir, puis s'il est ouvert, je peux le fermer. Mais ça prend le petit circuit Arduino à 50 $. Les coûts sont raisonnables. Bon, ça joue entre 200, 350, 400. C'est fiable, ça se passe des conditions extrêmes. Écoutez, j'ai travaillé avec ça à moins 35, des étés à des températures de 90 et plus, des gros orages, des grosses tempêtes de neige. Oui, il est simplement enveloppé de plastique, là, retenu avec des bungee cords, là. Ça fait 5 ans que je l'opère, là, puis jamais eu de problème. Jamais eu de problème. C'est très facile à installer, vous avez vu tantôt. Vous avez rien qu'à l'accrocher puis à l'actionner. Puis il y a certains modèles qui peuvent permettre l'ouverture et la fermeture à distance avec des applications par téléphone cellulaire ou par iPad. Je pense qu'Éric Truchon, c'est ce qu'il fait, lui, de son bord. On peut facilement désactiver le système d'entraînement de la chaîne pour permettre de fermer le toit manuellement ou en cas de problème avec le moteur. Bien, je vous l'ai expliqué tantôt, on déclenche ça, puis on pousse avec la main le toit. C'est pour ça que c'est important d'avoir un système à rail vraiment efficace, que vous n'avez pas à forcer, que vous poussez votre toit facilement. Ça, c'est la condition essentielle pour installer un moteur. Si vous forcez après votre toit comme un malade, vous allez avoir des problèmes avec le moteur. Bon, aussi, si le moteur détecte un obstacle, tantôt, je parlais de la glace, lui, il détecte de la glace, il force, il revient en arrière. Fait qu'il inverse sa course, fait que ça évite de causer des dommages à vos instruments. Et c'est surtout très silencieux. Vous n'entendez quasiment pas le moteur. Fait que c'est tout ça des avantages d'un moteur de porte de garage. Et moi, je ne jure que par ça maintenant. Bon, maintenant... On va passer au suivant. Ça, je l'ai fait. Ah, OK. Bon, mais c'est ça. Je reprends un peu ici l'installation du moteur. Fait que moi, je l'ai mis au centre. Dans le fond, c'est ici qui force le moins. Si je le mettrais sur le côté, j'ai l'impression qu'il y aurait tout ça à pousser rien que de ce bord-là. Fait que ça risque, en poussant de main, de peut-être crocher votre toit puis de faire du frottement. Mais je pense qu'en le mettant au centre, vous évitez tout ça. Fait qu'il tire égal partout, puis il pousse égal partout. Ensuite, l'installation des sensors, c'est à 45 degrés de part et d'autre. La petite interrupteur que vous mettez à l'entrée, c'est à portée de main. Vous mettez ça, vous rentrez, vous ouvrez la porte, ça soit à la portée de main, parce que s'il fait noir, bien, vous êtes capable juste de toucher là. Puis en plus, il y a une petite LED infrarouge dedans, fait que vous pouvez le voir la nuit. Voyez-vous, moi, je l'ai installé ici. Lui, il y a 2 fils qui est relié au moteur. Ce que ça fait, ça, ce petit interrupteur-là, c'est simple. Ça fait simplement actionner un relais qui est dans le mécanisme du moteur. C'est juste ça qu'il fait. Fait que si je le prends, là, si je prends les 2 fils, je les colle ensemble, je vais partir mon moteur. Puis si je les colle encore à nouveau, ben, il va repartir encore, mais à l'inverse. Il va comme ouvrir. Je peux faire la même chose avec une manette sans fil.
Avec là, c'est simplement un petit interrupteur qui va faire le contact, qui va actionner le relais. Ici, c'est un des senseurs infrarouges qu'on voit. Fait que vous en avez un qui se ressemble, il y en a un qui est émetteur, puis l'autre est le récepteur. Et tout ça, c'est relié par des fils au moteur. Fait que tout ça, ça part ici le long là, de mon 2x8 là, qui est ici. Là. Puis ça s'en va le long ici, puis ça s'en va se brancher en arrière du moteur ici. Tout ça. Bon, une fois qu'on a installé le moteur, on est dans Cadillac, on est capable de l'actionner à distance. Là, ça me tente de contrôler ça à distance. Là. Fait que, pas pouvoir contrôler ça à distance dans le confort, mais ça nous prend d'autres accessoires. Fait que, on a équipé l'observatoire d'un moteur, on a tout installé le télescope, tout fonctionne, tout est beau. Donc, on passe à l'étape suivante. Fait que, ça nous prend un ordinateur. Fait que, un petit ordinateur qui est capable de supporter le froid. Vous installez vos logiciels, vos drivers ASCAM pour tout, que ça fasse fonctionner votre instrument, votre moteur de photographe avec l'Arduino, être capable d'aller sur Internet, aller chercher des données sur des astéroïdes, des comètes et tout ça. Exactement ce que vous faites normalement avec votre ordinateur. Et vous installez normalement un Wi-Fi, un routeur ou une Internet switch si vous êtes câblé avec des fils RJ45. Le Wi-Fi, ça fonctionne très bien. Des fois, il faut que vous ayez peut-être un amplificateur de signal si vous êtes loin de la maison. Moi, j'ai utilisé le Wi-Fi durant plusieurs années, mais j'avais toujours un petit lag, avec une petite différence. J'ai décidé de mettre ça en filaire, fait que j'ai installé un fil avec un Ethernet switch pour vous montrer à quoi ça ressemble tantôt. Et ça, là, j'ai plus de lag. C'est comme j'étais dans l'observatoire directement. Ça va super bien. Et ensuite, une fois que l'ordinateur est configuré avec tout ça, avec le routeur et l'Ethernet, mais là, on est branché Internet. Là, on peut prendre le contrôle de l'observatoire à distance avec des logiciels gratuits. Moi, j'utilise TeamViewer, il y a Remote Desktop, il y a AnyDesk. C'est pas mal des trois que j'utilise. Mais le plus fun que j'utilise, moi, que j'aime beaucoup, c'est TeamViewer, qui est gratuit. Puis c'est toujours bon d'avoir au moins 2, 3 d'installer sur vos ordi, parce que si jamais vous avez un blocage quelconque, là, vous avez, je sais pas, ça ne fonctionne pas, ça arrive des fois, là. Il ne veut pas reconnaître l'authentification de l'autre avec des histoires de mots de passe et tout ça, là. Ben, si vous en avez 2 autres qui font la même chose, ben, ça va vous dépanner. Fait que moi, quand TeamViewer, il niaise, là, ça n'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. J'ai utilisé AnyDesk, qui est exactement semblable à TeamViewer, c'est une autre compagnie qui le fait, qui est gratuit. Fait que lui, il m'a dépanné. Fait que un ou l'autre, ça se dépanne, mais c'est toujours bon d'en avoir 2, 3 d'installer sur vos ordi. Et après ça, une fois qu'on a installé ces logiciels-là, on va vous montrer tantôt comment on fait, on peut prendre le contrôle de notre observatoire. Bon, on va rajouter maintenant un ordinateur. Donc, moi, j'utilise un petit ordinateur qui vient d'Israël. Il m'avait été recommandé par Luc Turbide, qui a fondé le Club de Boisbriand, qui travaille au département d'astrophysique de l'Université de Montréal. Il m'avait recommandé celui-là. Et je ne le regrette pas du tout. Ça vient d'Israël. Très bon service. Ça a pris 2 semaines à le recevoir. Tu achètes une carte de mémoire, tu achètes un SSD, un disque SSD que tu mets à l'intérieur. Puis là, ici, j'ai 4 ports USB, mais j'en ai en arrière plein de. J'ai 2 ports HDMI, j'ai 2 ports réseau, j'ai des USB 2, des USB 3. Il y a un paquet de possibilités d'installer sur ce petit ordinateur-là. Ça mesure à peine 20 cm par 20 cm. Je vais même acheter un deuxième pour mon autre petit observatoire, tellement je l'aimais. Ça supporte des grosses chaleurs, ça supporte des températures extrêmement froides. C'est fiable. Moi, ce que je voulais, c'est fiable. Maintenant, de nos jours, j'en avais il est compatible à ça sur Amazon, des marques Miele, M-I-E-L-E. C'est Mario Hébert on avait discuté dernièrement de ça. Puis Mario, il utilise, lui, il m'avait conseillé des Minix, M-I-N-I-X, ça marche très bien aussi. Fait que vous avez l'embarras du choix maintenant, autant que vous ayez un ordi qui est fiable, c'est ce qui compte. Bon, dans l'observatoire, j'ai installé un routeur de marque Asus. Un routeur qui a la possibilité de faire ce qu'on appelle un access point ou un extender. C'est-à-dire, je peux étendre mon réseau Wi-Fi avec ce petit routeur-là.
Puis maintenant, ben, j'ai pris un fil de lui, puis je l'ai branché sur un Ethernet switch ici. Fait que je la branche entre lui et lui. Et là, je peux brancher mes caméras à Sky, tout ça, qui marchent avec le réseau directement sur ça. J'ai plus de lag du tout, ça va super bien. Je suis aux étoiles. Maintenant, un autre ajout important, un autre accessoire important à ne pas négliger, c'est ce qu'on appelle une Web Power Switch. Ça permet d'ouvrir et de fermer un appareil à distance. Vous avez 8 prises indépendantes ici qu'on peut ouvrir et fermer à distance avec Internet ou si vous êtes chez vous en réseau local en utilisant l'adresse IP de l'appareil. Et c'est très, très, très facile et très fiable. Ça aussi, ça supporte des températures. Il faut faire attention à ne pas le mouiller. Hein. Martin pourrait peut-être vous conter une petite anecdote sur ça. Lui, il a eu de la pluie dans son observatoire et ça s'est tout mouillé, puis je pense qu'il l'avait perdu. En tout cas, moi, je mets une toile de plastique pour le protéger par-dessus, là. Mais ça fonctionne super bien. Fait que vous voyez, ici, j'en ai 2 d'installés. J'en monte un là. Fait que j'ai 8 prises. Une prise, exemple, je peux brancher ma monture Paramount. Bon, si j'arrive à un bug, bon, je viens de planter. Là. Mon driver a planté. Puis normalement, mais quand tu plantes avec un driver, il faut quasiment tu éteignes l'appareil et tu le repars. Fait que normalement, si tu n'as pas ça, tu sors dehors, tu t'en vas éteindre, tu vas partir de ton appareil qui a planté. Ça, c'est un paquet de troubles. Fait que tu te dis, maintenant, ça existe, cette affaire-là? Ben là, je branche ça sur un web power switch, j'identifie ma prise, mettant caméra CCD. Si ça plante, ben, je vais dans l'interface ici. Bon, mon fait-là t'a planté, ben, je fais simplement cliquer sur Off puis On. Fait que je ferme la switch, je le repars. C'est aussi simple que ça. Quand c'est dans le vert, ça veut dire qu'il est on, puis quand il est dans le rouge, il est off. Ça ne sert rien qu'à ça, ce petit appareil-là. Tu configures tout ça dans le setup ici, là, le setup, et tu mets le nom que tu veux, puis chacune des prises, des 8 prises, c'est identifié ici. Fait que la prise 1, je l'ai appelée Sky Zo 178, ventilateur, parce qu'il y a un ventilateur dedans. J'ai un système de chauffage aussi que j'ai installé, chauffage de caméra zoom, les Cloud Watchers, on va voir ça tantôt. Mais ça, c'est un système que j'actionne l'hiver pour en faire fondre de la glace et de la neige dessus. L'été, je le ferme. Je fais tout ça avec une wet switch. Et évidemment, nos yeux, il faut voir quand on est en remote. Donc, ça nous prend des caméras. Ben, ça, il y en a plein maintenant dans le commerce. Essayez d'acheter une caméra qui est fiable, évidemment, extérieure, qui a un zoom dessus, qui a des LED infrarouges pour voir la nuit, puis que vous pouvez les fermer, les LED infrarouges aussi. C'est important de les fermer parce que sinon, si vous oubliez de laisser vos LED infrarouges, la caméra peut le capter. Moi, j'ai eu des dégradés dans mes caméras. Je me demandais c'était à quoi. Finalement, j'ai eu un clic. Mon télescope pointait vers le nord, puis j'ai une caméra d'installer dans ma corniche. Puis les LED infrarouges, ils sont dessus. Puis là, je voyais des dégradés. Quand j'ai fermé avec mon logiciel les LED infrarouges. J'ai pris une autre photo, puis j'avais plus de dégradés. Fait que c'était important de pouvoir éteindre et fermer vos LED sur vos caméras. J'en ai une installée à l'intérieur, j'en ai une installée à l'extérieur. Fait que c'est ça qu'on voit la nuit. C'est les LED infrarouges qui éclairent votre observatoire. Fait qu'en éclairant, vous voyez quasiment rien. Vous allez dehors, vous voyez une petite teinte rouge sur votre caméra. Mais lui, c'est comme s'il projetait un projecteur dessus. Là. Et les caméras CCD et CMOS sont très, très, très sensibles. J'en ai installé une à l'intérieur ici aussi, que je peux allumer et éteindre avec des Web Power Switch. Puis celle que j'ai à l'extérieur, je l'ai mis en haut dans ma corniche de mon garage pour voir une vue ensemble. Puis ça, la mienne, elle est zoomable. Je peux zoomer, voir plus proche. Je peux la déplacer aussi, de voir tout mon terrain. Je peux tout voir mon terrain avec. J'ai acheté ça sur Alibaba en Chine. Ça fait à peu près comme 6-7 ans que j'utilise ça. Puis ça, c'est des caméras pour voir les instruments, mais il y a également des caméras pour installer pour voir le ciel. Fait comme je l'ai dit tantôt, est-ce que, malgré qu'on annonce beau à Gatineau, est-ce qu'à Val-des-Bois, où il y a mon observatoire, est-ce que c'est beau? Moi, des fois, je ne suis pas chez moi, je suis à distance, je suis en Gaspésie à visiter mes enfants ou je suis à Montréal à visiter ma soeur. Mais malgré que je suis loin, je fais de la photo pareil. La première chose que je fais, je regarde les conditions météo pour Gatineau. Ah, on annonce un beau ciel. Parfait. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faire beau chez moi. J'ai plein de lacs autour chez nous. Là. Je peux avoir des nuages qui se pompent.
Ben, je m'achetais installer 2 caméras. C'est Stéphane Ferrafiat, justement, qui est avec nous ce soir. Il m'avait conseillé la petite caméra-là. C'est une caméra qui est très, très, très sensible. Elle a 0.0001 lux. C'est extrêmement sensible. Elle est en couleur, puis elle a un système de chauffage intégré. L'hiver, quand il tombe de la neige dessus, pas de problème, ça fait fondre la neige. Fait que le jour, je vois le ciel qui est bleu. Par contre, la nuit, c'est un peu moins bon. Ici, vous voyez la Voie lactée, puis vous voyez le signe qui est ici. On voit un petit peu autour, mais regardez le bruit de fond que ça a, c'est effrayant. Fait que je trouvais que c'était pas tellement pratique la nuit. C'est bon le jour, mais pas la nuit. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté une caméra ZWO. Au départ, j'avais acheté une 120 mm. Avec ça, ça vient avec une petite lentille qui vient avec, qui a un grand champ d'environ 150 degrés. Mais ça fonctionne très bien, sauf que je perdais la communication. Les ZWO, ils ont la méchante tendance à perdre la communication. Elle est connectée toute, mais tu ne vois pas de l'image. Avec les logiciels, moi, j'utilise Fire Capture. Et ça m'arrivait souvent. J'étais obligé d'éteindre la caméra et de la repartir. Fait que là, j'ai changé pour un autre modèle. C'est le ZWO 178 mm. Ça, c'est Yves Tremblay qui me l'avait conseillé. Yves, il en a installé une, lui, tout comme moi. Puis, du moins, je n'ai pas de problème de communication. Fait que je vais acheter une avec la lentille qui vient avec. J'ai mis ça dans une petite boîte avec un système de chauffage ici qui chauffe le dôme. Mais vous allez voir plus tard que juste chauffer le dôme, ce n'est pas suffisant. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais ça fait la job. Tellement sensible, cette petite caméra-là, on peut utiliser des temps de pause comme on veut. On peut mettre des 10 secondes, des 20 secondes, des 30 secondes. Mais je vois très bien la Voie lactée, je vois les nuages qui se déplacent. Je peux faire des animations, puis je peux avoir la date et l'heure que ça se produit, puis savoir mon ciel, dans quelle partie de la nuit que mon ciel s'est dégradé. Et comment ça se fait, je ne vois rien sur mes images à 2 heures du matin. Mais normalement, ici, vous avez ce qu'on appelle un eurodateur, là, la date et l'heure. Fait que moi, je fais des photos à toutes les 30 secondes. Je laisse aller ça toute la nuit. Puis le lendemain, je regarde mon vidéo. Là, je regarde à 2 heures du matin, j'ai des nuages. Ça a bloqué. Fait que là, je regarde mes images qui ont été prises à cette période-là. Je regarde s'ils sont gardables ou non. Puis les 3 quarts du temps, ben non, je ne vois rien dedans, mais je comprends pourquoi. C'est qu'il y a eu des nuages à cette heure-là. Fait que ça l'aide à vérifier durant la nuit quel était l'état du ciel. On voit souvent passer des nuages. Moi, je vois passer des nuages sur mon site web. Tout ce que je vous dis là, c'est tout documenté en détail sur mon site web. Vous avez une vidéo, vous irez le voir. Là. Vous allez voir passer des nuages extrêmement fins. Moi, je ne voyais même pas ça à l'œil nu. Je sortais dehors, je dis, Colin, pourtant, j'ai des nuages qui sont au-dessus de moi, je ne les vois pas. La caméra les captait. Fait que c'est très, très, très sensible. Au lieu de payer 1500 $ pour une vraie Oscar caméra, mais payer un 200, 300 $, ça se vend dans l'usager à plein. Là. Une ZWO 178 mm. Prenez-la. En tout cas, vous pouvez la prendre couleur. C'est moins sensible. Moi, je préférais la prendre noir et blanc parce que je voulais avoir les nuages aussi. Puis je me sers de l'autre caméra le jour pour savoir si mon ciel est bleu ou si c'est couvert. Parce que vous savez qu'une caméra noir et blanc, si le ciel est bleu, mais ça sort gris. C'est-tu beau, il n'est pas beau, je ne sais pas. C'est important de voir le ciel en couleur pour voir si c'est des nuages ou non. Et une autre chose importante à installer, c'est ce petit bidule-là qu'on appelle un détecteur de nuages. Bon, il y a possibilité de le fabriquer. Moi, on avait déjà vu ça à la CAIC. Ça se fait. Mais finalement, moi, il y a un de mes amis, Patrick Dufault, qui avait un observatoire automatisé. Un des premiers qui avait un observatoire automatisé au Québec. Lui, il était à la région de Charlevoix. Il dit, Denis, tu as une Paramount, tu as un Plane Wave, tu as du stock qui vaut une fortune. Si jamais tu prends un horaire ou n'importe quoi, ça peut tout scraper ces équipements-là. Et tu devrais investir dans un Cloud Watcher. Et qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là? Bien, ça détermine s'il y a des nuages et s'il y a de la pluie. Et s'il détecte ça, bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement arrêter ta session, il va parquer ta monture, puis il va fermer ton toit automatique. Ah ouais, c'est-tu beau de même? C'est-tu trop beau pour être vrai? Finalement, j'ai lu beaucoup sur ça. C'est ce qu'ils ont recommandé partout. La plupart du monde ont ça. Ben, ça vient de l'Espagne, ça. Je l'ai commandé, très bon service. Je l'ai reçu en 2-3 semaines. J'installe ça. Très bien expliqué. Puis, à un moment donné, j'ai fait un petit test. Ils doivent faire le test pour voir si ça va fonctionner.
Fait que moi, j'utilise CCD Commander. C'est un logiciel qui automatise mes sessions. Puis c'est compatible avec ce logiciel-là. Et que ici, vous avez un détecteur de pluie, la grosse partie centrale, puis vous avez un détecteur de nuages qui est ici. Puis il y en a même un détecteur de vent, c'est un autre bidule que tu peux rajouter. Mais moi, j'ai simplement détecteur de pluie, de lumière, parce qu'il y en a un détecteur de lumière, savoir si le ciel est assez noir pour faire de la photo. Là. Il y a ça aussi. C'est pour ça qu'ici, il y a 3 conditions. Il y a Very Light, il y a Dry, ça c'est pour le détecteur de pluie, puis Overcast, ça c'est le nuage. Fait que c'est des graphiques que vous allez cliquer ici sur le côté. Comme là, je suis sélectionné sur Cloud. Tant que je suis dans le vert, aucun problème, je peux prendre la photo. De temps en temps, c'est un ciel variable, avec des nuages, mais vous allez voir votre graphique, il va aller de temps en temps dans le clear, dans le cloudé, dans le clear, dans le cloudé. Si le ciel est complètement clair, il y a une belle ligne qui se fait ici dans le clear. Là, c'est des conditions super. Même chose pour le dry ici. Si vous avez commencé à avoir de la pluie, ça va devenir wet. Puis s'il pleut vraiment, là, il commence à avoir un orage. Là. Tout le capteur ici est mouillé. Là. Ça va marquer rain. Mais que ce soit wet ou rain, ou cloudé ou overcast, ça, c'est des conditions que toi, tu décides de dire, bien là, si vous voyez ces conditions-là, vous m'arrêtez ma session, vous parquez ma monture, puis tu fermes mon toit. Ça, c'est dans le logiciel que vous programmez tout ça. Ça vient avec un driver Rascom. C'est compatible avec Nina, c'est compatible avec Pris, Maxime DL, de SkyX, CCD Commander. C'est pour ça que je l'ai acheté. Puis ça fait à peu près comme 7 ans que je l'utilise. Puis j'ai eu à changer ici le capteur moi-même 2 fois, parce qu'avec les grosses chaleurs et tout ça, ça s'use. Ben, ils m'ont envoyé. Puis ils disent des instructions comment le remplacer. J'ai fait moi-même. Ça m'a pris 1 heure. J'ai tout remplacé ça. Puis ça marche super bien. Fait que ça, c'est un must. Fait que tout ça, moi, je me suis mis un petit mât avec un 4x4, un poteau de 4x4. J'ai installé ma caméra All Sky qui me permet de voir la couleur et les conditions de ciel de jour. J'ai ma caméra ici d'installer pour le All Sky pour voir la nuit. J'ai mon détecteur de pluie, puis j'ai rajouté une caméra pour les météores derrière-main. Fait que ça ressemble à ça. Fait que ça, c'est ma caméra de jour qui voit la couleur, la grosse ici, qui a le système de chauffeur intégré dedans. Puis ici, c'est ce que la ZWO voit aussi le jour, mais c'est en noir et blanc. Fait qu'elle voit le jour comme la nuit. J'utilise un logiciel Fire Capture avec ça, ça fonctionne très bien, c'est un logiciel gratuit. Puis lui, le détecteur de pluie, c'est sous forme graphique. Fait que tu vois ça ici. Tout ça, c'est relié avec vos logiciels. Mais là, on a un problème au Québec. Comme d'habitude, nous autres, on est au haut à part, on n'est pas au Chili. On a de la neige et de la glace au Québec. Fait que j'avais beau avoir installé un système de chauffeur autour de ma coupole aussi. Quand je chauffais ça l'hiver, ça faisait comme un igloo. Fait que j'avais plein de neige sur le pourtour ici, pas de neige par-dessus. Mais partout autour, là, ici, j'avais comme fait fondre la neige, juste, à peu près quelques millimètres au-dessus. Mais là, vers ça, mon dôme, il touche plus la neige, il est comme un igloo. Fait que même pas capable d'avoir plus. Là, j'ai de la neige partout sur mon système. Même affaire ici, le Cloud Watcher, quand il n'est pas chauffé, lui, sauf le capteur de pluie, lui, il est chauffé. Mais un capteur de lumière, il ne l'est pas. Fait que là, je ne voyais plus rien. Je ne voyais pas de lumière, rien. Fait que j'étais obligé de monter avec un escabeau, enlever tout ça. Fait que j'ai dit, là, il faut que je trouve une manière de régler ce problème-là. J'ai installé des résistants chauffants. Fait que moi, j'utilise du fil de nichrome. Un fil de nichrome, c'est un genre de fil qui est protégé avec un genre de petite gaine. Si tu passes un courant dedans, ça crée de la chaleur. Fait que il y a une résistance au pied. Moi, c'est 3,2 ohms par pied. J'ai pris à peu près à 3 pieds. J'ai mis ça partout autour ici de mes capteurs avec du ruban collant métallique qu'on prend pour jointer 2 tuyaux de poêle. On prend ça, puis ça résiste à la chaleur. J'ai mis ça, j'en ai mis sur également mon All-Sky à ZWO. Je l'ai mis partout ici avec une petite pente. Puis sur mon Lunatico Cloud Watcher. Puis là, je peux l'actionner puis le fermer à distance. Puis là, cet hiver, j'ai eu le même problème avec ma caméra de capter les météores. Fait que quand il avait tombé de la neige, j'avais beau m'installer un petit système de chauffage dedans, mais ça ne marche pas. C'était pas assez chaud. Fait que ici, j'ai ma lentille qui est collée sur la vitre. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du fil de nichrome collé sur la vitre avec du papier collant métallique.
Et évidemment, ça chauffe la vitre, puis ça fait fondre la neige. Fait que là, la neige, elle fond partout autour. Fait que aussitôt qu'elle fond, elle se dépose sur mon petit dôme qui est chauffé, lui-ci. Et là, ça fait fondre la neige partout. Fait que maintenant, j'ai plus de problème avec la glace et la neige d'hiver avec mes caméras, mon CloudWatcher, ma caméra GMS. Maintenant, on est rendu l'étape 8. On achève le fameux circuit Arduino, qui est très, très simple à faire. Ce que c'est, vous avez ici deux contacts magnétiques qu'on achète chez Addison. Ça, on met ça normalement au bord des fenêtres ou de la porte. C'est simplement des contacts. C'est simplement des petits interrupteurs qui sont flexibles. Puis il y a un aimant. Quand l'aimant passe par-dessus ici, ça, c'est relié avec un fil électrique. C'est relié normalement à votre Arduino ici. Puis quand le contact se fait avec le driver ASCOM, bien, il y en a un qui est placé à l'endroit où le toit est fermé, puis un autre qui est placé à l'endroit où le toit est ouvert, comme on voit ici, là, sur le schéma. Bien, quand mon toit est complètement fermé, bien, mon aimant il arrive vis-à-vis le senseur magnétique qui est ici, puis il envoie l'information au driver ASCOM, bien là, le toit est fermé. Puis là, quand il est ouvert, là, mon aimant arrive vis-à-vis de l'autre senseur qui lui indique au driver ASCOM, mon toit est ouvert. Bien, ça vous prend ça, ces deux petits contacts magnétiques-là, avec le petit circuit Arduino ici, pour pouvoir utiliser vos logiciels comme Nina, puis Prism, puis CC Commander, tout ça. Ben, c'est pas compliqué, c'est que vous avez un petit relais ici. Vous avez ici un interrupteur. Fait que c'est un fil qui part d'un interrupteur que je rends avec une prise ici que j'installe là. C'est tout marqué dans le schéma. C'est lui qui va faire le lien, c'est le petit relais ici. Lui, il va faire le contact, fait qu'il va envoyer l'impulsion électrique au relais dans le moteur, puis là, le moteur va ouvrir le toit. Puis ici, c'est les contacts magnétiques ouverts quand c'est ouvert, puis les contacts magnétiques quand il est fermé. C'est simplement un fil qui est relié à ces contacts-là, qui sont placés à des endroits précis sur l'observatoire. Comment c'est fait? Bien, grâce à mon ami Stéphane Ferrafiat, qui est ici présent ce soir, Martin Dufault, il y avait un circuit très, très simple avec des résistants. Vous avez ici un Arduino. C'est un Arduino, tu peux faire plein d'affaires avec ça. C'est que quand il est branché sur un ordinateur avec un petit logiciel, on peut y envoyer un programme dans la carte mémoire qui est dedans ici. Et après ça, l'Arduino, il peut faire différentes fonctions. Il y a plein de trucs sur Internet que vous pouvez faire avec un Arduino. Ça se vend pas cher, ça se vend peut-être 20-30$. Et Martin Dufour a fait un programme de l'Arduino pour le moteur de porte-de-guerre qui est disponible sur mon site web. Puis également, il a fait un driver ASCOM. Fait que ça, vous rentrez au départ dans l'Arduino, le programme, vous le testez. Si tout est correct, bon, vous prenez ce petit bidule-là pour vous l'installer dans votre petite boîte ici. Mais Stéphane Ferrafiat, lui, il travaille en électronique, il connaît ça. Il dit, tu sais, Denis, ton système avec des résistances, il n'est pas isolé. Et tu peux avoir une électricité statique, puis ça pourrait faire sauter ton Arduino. Et ça m'est arrivé, justement, quand Stéphane était là. Fait que Stéphane a dit, moi, je te conseillerais d'installer des optocoupleurs. On va voir c'est quoi. C'est comme ça ressemble à un petit circuit intégré. Il n'y a pas de contact dans ça. C'est comme une LED infrarouge, je pense, à l'intérieur. Il y a quatre. On installe deux, puis à partir de là, où on va connecter les autres composants, comme les résistants, des petits condensateurs. Et ça le protège complètement de statique. Puis ça ne m'est jamais arrivé. Ça fait à peu près, depuis que Stéphane est revenu ici au Québec, bien, Stéphane était venu passer un mois au Lac Éco en activité d'astronomie. On s'était connus par Internet avant ça. Et Stéphane, il dit, mais c'est ça, on va améliorer ton circuit, puis être encore plus fiable. Fait que le schéma, je l'ai fait tester par Stéphane, parce qu'il voulait m'assurer qu'il fonctionne. On a notre Arduino avec le programme de Martin dedans. On a ici un optocoupleur, c'est un circuit avec 4 petites pins qui le dépassent. Ces petites pins-là sont identifiées AKEC. Fait que le A, c'est mettons, on dit la pin 1, le K, c'est la pin 2, le E, c'est la pin 3. Fait que vous l'avez ici, AKAC. On en a 2. C'est installé dans un petit circuit, ça. Fait que si jamais lui, il brise, là, c'est lui qui va briser. Fait que c'est pas votre Arduino, puis c'est pas vos autres composants, c'est lui. Fait que vous l'enlevez pour vous le remplacer.
J'en ai acheté quasiment 50 chez Amazon. Ça m'a coûté peut-être 10$. Ça se coûte pas cher. Vous faites venir vos résistances. Ici, on a installé des LED pour vérifier si notre circuit fonctionne. Fait que ça, c'est un ajout. Vous n'avez pas besoin à ce moment-là d'utiliser un multimètre pour mesurer. Ici, j'ai mis des. Si vous utilisez un multimètre et vous mesurez le voltage sur des pins, ça devrait vous indiquer ces voltages-là quand le contact est ouvert. Si vous utilisez le contact fermé, ça devrait indiquer ces voltages-là sur chacun des autocoupleurs qui sont ici. Là. Ça, j'explique tout ça en détail sur mon site web, là, pour moins comprendre ça à soir. C'est que dans le fond, c'est bien facile. Ce qui est en haut ici, c'est le positif, le fil qui est positif. Fait que n'importe quoi que vous avez besoin de connecter au positif, c'est le schéma, c'est dans le rouge, vous connectez sur ça. Ce qui est en noir, c'est le négatif. Puis vous avez un fil ici, c'est de l'information qui est fournie par le Arduino. Vous le mettez entre la pin 7 et la pin in ici. Ça, c'est le relais. Le ground, mais lui, il est branché comme ça. Fait que ici, c'est les contacts magnétiques. Fait que toit fermé, c'est le contact magnétique du toit ouvert. Fait que tout ça est expliqué en détail. Et ici, quand vous installez le driver ASCOM de Martin Dufault, vous l'installez, il va apparaître ceci. ASCOM down driver pour moteur porte de garage. Fait que là, vous installez ça, vous allez configurer le port COM qu'il utilise. Puis Martin, il a eu la brillante idée d'ajouter dans son programme, ben, si jamais ton contact magnétique ne marche pas, ben, tu vas être capable quand même de fermer le toit. Parce que lui, il a ajouté un petit à son programme, une possibilité de fermer le toit, même si le contact magnétique est brisé ou il n'est pas capable de le lire. C'est vraiment fiable, son affaire, c'est vraiment le fun. Fait que ce que vous faites, fait que vous avez tous les liens sur mon site web où procurer les équipements sur Amazon. Fait que, une fois que vous avez toutes vos pièces, bien, vous les identifiez. Ça prend un multimètre ici. Ça prend un Arduino. Fait que moi, je me suis commandé un petit kit Arduino avec tout ça dedans. Ça coûte pas cher, 40$. J'ai des relais dans ça, j'ai des optocoupleurs, j'avais tout le kit. J'ai le schéma que j'avais mis ici sur mon petit ordinateur. J'ai le programme de l'Arduino pour on appelle ça téléverser dans l'Arduino ici. C'est gratuit. Dans mon site web, j'ai une vidéo pour montrer comment faire. Ici, j'ai une petite plaque pour mettre les composants pour faire les circuits. J'ai ici un petit breadboard pour le tester. Moi, je vous conseillerais de peut-être de l'essayer juste sur le breadboard pour commencer. Vous me faites simplement monter le circuit qui est ici, puis vous le testez avec tout le kit. Et Stéphane, il a fait un beau petit programme que ça vous permet de le tester directement avec son petit programme. Puis si tout fonctionne, vous le montez avec de la soudure et tout ça. Comme on va le voir ici, ça c'est le breadboard. Fait que, voyez-vous ici, quand l'aimant est approché du contact magnétique qui indique le toit ouvert, bien, la petite LED ici, ça l'indique, la petite LED rouge, ça l'indique, le toit est ouvert. Fait que le circuit fonctionne. Et si j'approche l'aimant sur l'autre, bien là, ça va dire la petite LED verte qui va allumer. Fait que ça veut dire que mon circuit fonctionne très bien. Fait qu'après ça, vous procédez au montage comme ça ici. Vous voyez, les petites LED qui sont dedans, là. Fait que moi, si jamais j'avais un problème, je voudrais savoir, mais c'est quelle partie qui ne fonctionne pas? Bien, je prendrais mon aimant, je le mettrais vis-à-vis le champ magnétique, le contact magnétique. Puis lui, il m'indique, bien, si la lumière elle s'allume, c'est pas lui le problème. Si elle s'allume avec l'autre, le contact magnétique doit fermer, ça devrait être l'autre petite LED qui s'allume ici. Si ça ne s'allume pas, mais il y a un problème. Fait que ça peut être l'autocoupleur qui est brisé. Fait que c'est probablement lui que j'aurais à changer simplement. Fait que simplement, tu prends une petite pince, tu le retires, tu as un autre à la même place. Fait que ton circuit devrait fonctionner parfaitement. Et également, ce petit circuit Arduino-là, parce que quand j'y ai fait l'observatoire automatisé d'un ami à Gatineau, il avait acheté un moteur de porte de garage. Lui, il n'allait pas dans la dentelle, il a acheté le plus cher et le plus beau. Il y avait, au lieu d'avoir rien qu'un bouton pressoir, il y avait tout un circuit électronique de température. Ça donnait la température. En tout cas, là, tu as tout mêlé. Il y avait tout un gros circuit avec ça. Et j'ai dit, comment on va faire? Parce que moi, avec le mien, j'ai simplement soudé deux fils au même fil qui était à l'intérieur de ma switch que j'ai relié ici avec une prise dans la partie qu'on appelle interrupteur, qui est ici. C'est relié qu'un fil, ça. Mais dans son cas à lui, il se dit, on ne peut pas utiliser trop tôt
ton interrupteur mural, il y a trop d'électronique dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, à un moment donné, j'ai dit, t'as-tu une manette qui vient avec ça, une manette sans fil? Il dit, donne-moi là. On l'a défaite. Il y avait un bouton pressoir. Ça, c'est beaucoup plus simple. C'est simplement un bouton pressoir. Fait que finalement, on a trouvé le bouton qui permet de faire marcher le moteur à distance. On a simplement soudé 2 fils, puis on a installé les circuits Arduino après. Et avec la manette sans fil, ça fonctionne très bien pour ouvrir et fermer le toit aussi. Fait que, no problemo. Fait que même que ce que j'ai fait moi-même, j'ai dit, hey, c'est le fun, ça. Je vais m'en faire un, moi aussi. Je me suis commandé une 2e manette et j'ai installé 2 fils. Fait qu'ici, la manette, ici, le bouton que j'ai identifié avec le petit sticker blanc ici, c'est le bouton qui sert à ouvrir et fermer mon toit. Les autres, je ne m'en sers pas. Fait que je l'ai identifié sur le circuit électronique. Il faut juste grossir. Fait que si ici, je mets un contact métallique ici, ben c'est comme si je mettais mes 2 fils et j'ai collé ensemble. En arrière de ça, moi, j'ai simplement un bouton pressoir. Quand je pèse le bouton, ben, ça fait le contact, puis ça actionne mon moteur de porte de garage. Fait que j'ai simplement soudé un fil après ça ici, que j'ai sorti à l'extérieur avec une prise. Et là, je le branche dans mon Arduino ici, là, dans mon petit circuit à interrupteur. Fait que c'est pareil comme si c'était moi. Je peux encore là utiliser ma manette sans fil. Si je pèse sur le bouton ici, ça va actionner mon moteur de porte de garage. Mais si je veux le faire par Arduino, par Internet, avec les logiciels, bien là, je passe par le logiciel, puis lui, il passe par le circuit Arduino, puis c'est lui qui va actionner par le petit relais à l'intérieur de la boîte ici, le contact ici. Fait que c'est beaucoup plus compact. Voyez-vous, j'ai mis en dessous, c'est encore. Ici, j'ai mis au fond complètement l'Arduino. C'est une petite plaque de bois que j'ai collée au fond, que je peux visser dedans sans problème. Puis sur le dessus, j'ai vissé la petite plaque où j'ai mis mes 2 optocoupleurs avec les résisteurs, les LED et tout ça. Puis j'ai le petit relais qui est à côté. Fait que tout ça, ça rentre dans une petite boîte tout petite, 3 pouces par 4 pouces. Là. Tout petit, tout petit, tout petit. Ça marche très bien. Je m'en suis même fait 2. Fait que, on n'est jamais trop prudent. Lui, ce que je fais, c'est que dans mon garage, j'ai 2 autres ordis qui sont complètement indépendants. Dans lequel encore là, j'ai 2 ordis, j'ai 2 manettes reliées à chacun circuit Arduino. Fait que si jamais j'aurais un problème avec mon ordi à l'intérieur de mon observatoire, puis je ne serais plus capable de fermer mon toit, bien simplement, j'utiliserais en remote un des 2 ordinateurs ici que j'irais, mettons, brancher sur Maxime DL, puis j'irais actionner le driver ASCOM de Martin, puis j'utiliserais simplement le contact de la partie, ce qu'on n'a pas besoin de contact magnétique, qui, lui, il utiliserait simplement ici la manette sans fil pour fermer le toit. Donc, ça fait comme un backup en cas de problème. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé peut-être une fois parce que j'avais une panne d'électricité. Puis là, à un moment donné, je n'étais plus capable de fermer mon toit. Fait que je l'ai fait avec la manette. Ça a marché du premier coup. Fait que merci, Martin, d'avoir pensé à ça. Et bon, c'est encore ici où on installe ça, les commandes, les aimants, tout ça, mais c'est une plaque de métal, c'est de l'aluminium que tu peux tordre avec une pince, là, que j'ai simplement fixé le contact magnétique avec le fil qui est relié à l'Arduino des 2 bords. Fait qu'il y en a un ici, c'est pour le toit fermé, puis l'autre, c'est pour le toit ouvrant. Fait que c'est connecté dans ma petite boîte d'Arduino. Puis l'aimant, lui, est fixé sur le toit. Fait que quand le toit est fermé, il arrive vis-à-vis le contact magnétique qui indique au driver ASCOM le toit est fermé. Puis quand j'ouvre le toit, mais lui, l'aimant, ici, avec le support, il arrive vis-à-vis celui-là ici. Fait que lui, il indique au Arduino, ton toit est ouvert, et ça, je le vois dans le logiciel. Dans le logiciel, c'est marqué toit ouvert ou toit fermé. Fait que ça, c'est bien le fun pour ça. Et c'est ça. On les met ici aux 2 extrémités dans l'observatoire. Maintenant, on arrive à la fin, de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait si on a une panne d'électricité? Bon, ça, c'est avec le temps, comme je vous dis, ça s'est fait par étapes, mon cheminement. C'est ça, à peu près ça fait à peu près 8 ans. Non, j'ai 10 ans que j'utilise mon observatoire, mais environ 6 ans que j'ai déautomatisé. 5-6 ans.
Fait qu'il est arrivé les pannes d'électricité, j'ai perdu mes programmes, je n'étais plus capable de tout ouvrir mes programmes un après l'autre, puis tout est reseté, puis repartir une nouvelle session. Là, il faut que je trouve un moyen que si jamais j'ai une panne d'électricité, des fois, ça dure 2-3 secondes, je ne veux pas tout perdre. Fait que je me suis acheté chez Amazon, on appelle ça un battery backup ou un UPS de 1500 volts ampères, 900 watts. Ça donne l'électricité. Autrement dit, dans ça, tu as 2 batteries de 12 volts qui gardent, avec leur charge, tu vas créer avec un onduleur un courant de 120 volts. Puis lui, c'est suffisamment puissant, ça, pour tout alimenter mon observatoire, y compris le moteur de porte de galère. Autrement dit, ce système-là va tenir le courant électrique fonctionnel pour tous mes logiciels, tous mes équipements, y compris aussi l'ordinateur. Et lui, il va le faire durer un certain temps. Il y a un logiciel qui vient avec ça. Ce logiciel-là peut t'envoyer par email l'information comme quoi tu reçois une alerte, tu as une panne d'électricité, là, présentement, c'est l'UPS Backup qui prend la relève, tu en as pour 40 minutes. Là, quand tu vois ça, tu reçois ça dans tes emails parce que tu entends un bip bip. OK, je n'ai pas d'électricité à Val-des-Bois. Là, je regarde ma caméra, tout fonctionne parce que c'est lui qui fournit tout ça. Parfait. Fait que là, je regarde ce que la panne elle va durer plus que 30 minutes. Je suis ça. Si après 20 minutes, 25 minutes, l'électricité n'est pas revenue, mais lui, automatiquement, qu'est-ce qu'il ferait? C'est qu'il ferme mon ordinateur. En fait, ce qu'il ferait, c'est qu'il dirait au programme, probablement, ma monture serait sur le parc parce que là, j'ai suffisamment de temps si c'est nuageux, si c'est à cause d'une tempête, qu'il y a une panne d'électricité. En général, c'est ce qui arrive, mais mon toit serait déjà fermé. Mais supposons que c'est simplement qu'il fait beau puis j'ai une panne d'électricité, mon ciel est clair pareil. Mais là, tant que l'électricité n'est pas revenue, c'est lui de backup qui va faire la relève. Mais si ça dure trop longtemps, lui, il va fermer l'ordinateur. L'ordinateur, lui, il va tout fermer mon toit. Il va mettre la monture au parc, tout le kit. Puis il va fermer l'ordinateur, puis il va garder l'énergie qui reste pour la batterie, pas qu'elle se décharge complètement. Puis si l'électricité revient, là, je reçois un autre email comme quoi l'électricité est revenue. Ton UPS, il va se recharger. Puis là, à ce moment-là, toi, tu sais que l'ordinateur, automatiquement, il va partir tout seul. Parce que dans le BIOS, tu peux configurer l'ordinateur que si tu perds l'électricité puis elle revient, bien, il va repartir automatiquement puis il va revenir où ce qui était. C'est ce qu'il va faire. Fait que c'est vraiment le fun, les technologies d'aujourd'hui, les ordinateurs d'aujourd'hui, ça fait des miracles. Bon, encore là, tantôt, j'ai parlé, on a un hiver au Québec, fait que il faut prévoir un système de chauffage pour la toiture, pour alléger le poids de la neige, puis également pour la rail. Fait que moi, ici, le long de la rail, vous voyez, j'ai un fil chauffant de clipper tout le long, indépendant de la chaîne. Il n'y a pas de problème, la chaîne est suffisamment loin. Fait que ça chauffe ma rail d'hiver, puis je peux l'actionner ou l'allumer et l'éteindre avec une web switch. En fait, je n'utilise pas de web switch dans les cas de ceux-là. J'utilise vous allez voir tantôt, j'utilise des prises électriques qu'on peut allumer et éteindre avec un téléphone à distance. J'ai acheté ça chez Amazon. Parce que je voulais isoler. Ça prend beaucoup plus d'énergie, les fils chauffants. Puis mes web switch, il y a un maximum de 15 ampères. Alors, je garde mes web switch pour alimenter mes accessoires, mon moteur de porte de garage et tout ça. Là. Mais tout ce qui est électrique et chauffant, dans les cas ici, avec les fils chauffants, mais ça, j'ai des prises électriques que je peux allumer et éteindre à distance. Que vous allez voir ici. Fait que ça fait ça ici. Fait que ça fait fondre la neige sur la rail, ça fait fondre la neige sur le toit, ça fait des gros glaçons sur le côté qui pendent. Mais ça ne nuit pas en tout à l'ouverture et à la fermeture du toit l'hiver. Fait que moi, jamais, même s'il y a 2 pieds de neige sur le toit, ça n'arrive pas là, parce que la neige est trop allégée. Mais j'ai jamais besoin de pelleter mon toit. Je laisse tout l'hiver la neige dessus, c'est des fils chauffants qui font en job. Ici, vous avez mon petit observatoire, que vous voyez, le toit est beaucoup plus en pente parce que lui, le parc est à 45 degrés. Fait que je ne peux pas le mettre à l'horizontale, malheureusement. Bon, cet été, j'ai rajouté sous mes rails un fil chauffant, comme j'ai mis sur le toit, que je peux contrôler, allumer et éteindre avec une petite prise électrique que j'ai achetée sur Amazon, que je peux allumer et éteindre avec mon téléphone cellulaire.
Bon, j'avais toutes mes raids installées, tout ça. Ce que j'ai fait, c'est avec un cric hydraulique que j'ai mis un poteau sur le sol, puis j'ai poussé le toit pour le dégager. Là, j'ai défait mes vis de chaque côté de mes rails, puis j'ai installé un ruban collant métallique ici, le long, 2 rangs de fils électriques, ici, sur tout le long des 2 rails. J'ai fait ça d'un côté, après ça, j'ai rebaissé les roues sur la rail, après ça, j'ai fait de l'autre côté. Fait que j'ai pu faire ça sans problème, ça a super bien été. Fait que vous n'avez pas besoin d'enlever votre toit, vous le faites tout simplement soulever au centre sécuritairement, là, puis vous défaites votre rail, vous défaites des vis, mettez votre fil chauffant pour mettre tout ça. Mais si vous êtes à construire l'observatoire, faites-le tout de suite au moment de la construction. Fait que ça a été rajouté cette année. C'est encore parce que ça enlève toute la glace et tout ça. Maintenant, on est tout équipé avec ce qu'on a là dans l'observatoire pour tout faire d'un bout à l'autre automatique. Moi, j'utilise le logiciel CCD Commander ici, mais avec Maxime DL, Séquence Générateur Pro, Prism, Nina, ça a toutes des fonctions, ça, pour trouver vos cibles, ouvrir votre toit, détecter si les conditions météo sont bonnes pour faire votre séquence photo, tout ça. Ça se fait tout automatique, ça. Fait que c'est la beauté des programmes modernes. Comme ici, moi, j'utilise CD Commander, c'est toutes des actions. Fait qu'ici, quand c'est coché, c'est ce qu'il va faire. Fait qu'au départ, lui, il se connecte sur la monture, le focuseur et tout ça. Après ça, il va se connecter sur le moniteur de pluie et de nuages. Ensuite, il va ouvrir le dôme. En fait, il va ouvrir le toit. Il va accéder mon moteur de porte de garage. Il va mettre ma monture en position de home. Il va refroidir mes caméras de manière intelligente, c'est-à-dire par palier. Si je veux le descendre à moins 25, il ne descendra pas d'un coup à moins 25, il va aller à moins 10, à moins 15, à moins 20. Ça évite de formation de cristaux de glace. Ensuite, il va s'en aller sur ma cible, il va faire un play de ça pour centrer ma cible, il va faire un focus, en tout cas, il fait tout automatique. Puis une fois qu'il a fini, il part toute la monture, puis il ferme tout le toit, puis le lendemain, tu te réveilles, tout est fermé, puis tu as toutes les images de prise automatiques. Nina le fait aussi, mais il le fait avec des séquenceurs avancés. Nina, il est gratuit. Moi, à l'époque, il n'existait pas. Fait que j'utilise le SkyX et CCD Commander avec Maxime DL présentement. Je suis habitué avec ces logiciels-là. Nina fait un job, mais il faut l'apprendre. Fait que si vous commencez, apprenez Nina, apprenez-le comme il faut, il va tout faire ça. J'aime ça avoir le contact avec le ciel, parce que c'est pour ça que j'aime beaucoup le SkyX pour ça. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais je vais contrôler ça à distance, moi, là. Ben, c'est pas compliqué. Vous avez 2 manières de le faire. Avec les logiciels TeamViewer, que ce soit TeamViewer, AnyDesk ou l'autre, Remote Desktop, le fait. Si on le fait à réseau local, ça veut dire qu'on ne passe pas par Internet. Chez moi, puis je veux prendre mon ordi, puis j'ai mon réseau d'installer, là. Ben, je veux directement contrôler mon observatoire à distance, mais sans passer par Internet. Fait que c'est pas compliqué. Vous trouvez ici, avec la commande ipconfig, sur l'ordinateur qui est dans votre observatoire, vous trouvez l'adresse IP de la carte réseau. Fait que vous allez dans Windows, vous faites Command Prompt ou CMD. Il va vous afficher de bel écran noir ici. Vous tapez dans ça ipconfig. Là, il va vous afficher ces informations-là. Fait que vous allez localiser votre carte Ethernet, qui est la carte réseau. Vous allez voir IPv4 adresse ici, l'adresse IP. Et c'est ça que vous notez. Ça, c'est l'adresse IP de votre carte réseau dans votre ordinateur, dans l'observatoire. C'est bien important de noter ça. Et il faut que vous installiez TeamViewer sur tous les ordi que vous voulez contrôler. Donc, vous ayez une version de TeamViewer installée sur l'ordi de votre observatoire et sur l'ordi que vous utilisez pour le contrôler à distance. Bon, maintenant, moi, dans la maison, dans l'ordinateur que j'utilise présentement, j'ai un laptop et j'ai TeamViewer dedans. Et à chaque fois que vous installez un TeamViewer sur votre laptop, il génère un code ici, une adresse ID qui est spécifique à l'ordi. Fait que moi, l'ID, si vous voulez que vous veniez sur mon ordinateur ce soir avec TeamViewer, ben, je vous donne ici le ID de mon ordinateur et un mot de passe. Un mot de passe peut être aléatoire
ou vous pouvez le programmer qu'il soit fixe. C'est toujours le même mot de passe. Fait que dans l'observatoire, vous programmez un mot de passe qui est fixe. C'est toujours le même. Et vous rentrez l'adresse IP de la carte réseau dans Remote ici, Control Remote Computer. Vous rentrez l'adresse IP qui est connect, puis automatiquement, il va aller lire le mot de passe. Sinon, il va falloir vous le rentier. Puis là, vous avez le contrôle de votre observatoire. Et si vous voulez passer maintenant par Internet, vous êtes à Montréal ou en France, je veux faire de la photo, il fait beau chez moi ce soir. Fait que, là, vous rentrez l'adresse ID de TeamViewer qui est installée sur l'ordinateur de votre observatoire. Évidemment, vous configurez un mot de passe permanent. Fait que vous rentrez cet ID-là ici, dans l'ordinateur de où vous êtes, et vous mettez le mot de passe, puis là, vous allez accéder à l'écran de votre ordinateur à distance, de partout dans le monde, parce que vous êtes par Internet. Puis là, vous pouvez faire de la photo avec votre observatoire. C'est comme ça qu'on opère. Fait que sur mon ordinateur ici présent, j'ai rentré le code ici, qui finit par 991. Je l'ai rentré ici dans Control Remote Computer. Je rentre ce code-là, je connecte. Il me demande mon mot de passe. Une fois que j'ai donné ça, on contrôle l'ordinateur à distance. Merveilleux. Bon, on achève. Là, je vous montre des photos d'observatoires automatisés qui ont été faites par des Québécois. Ça, c'est le mien. Fait que moi, à l'intérieur, ce que j'ai un télescope PlaneWave 30 cm f8 avec une longueur focale de 2555 mm sur une monture Paramount MX, ici, qui est une monture idéale pour faire du remote, sur une colonne de 12 pouces de diamètre qui est complètement isolée du sol. Il ne faut jamais que votre colonne soit à même le sol, qu'elle soit isolée, pour pas que les vibrations se transfèrent à votre colonne. Si j'ai la porte ici pour rentrer, en fait, je rentre par ici, là, par de côté. On la voit, la porte ici. Et ici, vous voyez, en position park, mon télescope qui est penché, il est à l'horizontale, puis le bout du tube, il va coter sur une toile de plastique qui est retenue avec des bungee cords, avec des poids. Fait que je ne mets rien en avant. Moi, je n'ai pas de couvercle, rien. Fait que quand je le mets sur le parc, il faut le protéger des poussières, puis des araignées, puis tout ça, là. Mais il vient à côté sur une toile de plastique qui est flexible. Ici, dans le côté du mur, du côté ouest, j'ai tous mes instruments que j'ai installés ici. J'ai mon routeur ici, j'ai mon petit ordinateur FetLut qui est ici, j'ai mon Arduino qui est ici en bas, j'ai mon UBS ici, j'ai mes 2 wet switch ici, j'ai ma caméra ici. Et tout ça, là, j'ai une toile de plastique qui recouvre par-dessus. Fait que s'il pleut, s'il neige, n'importe quoi, mon télescope est ouvert, mon toit est ouvert, ça les protège complètement. Et tout ça, je contrôle ça à distance de n'importe où dans le monde. Martin Dufault, la première version qu'il avait, lui, dans ses observatoires, il était installé à Québec. Maintenant, il demeure à son chalet un petit peu plus loin. Là, il va vous le dire tantôt. Martin, lui, a mis son moteur sur le côté. Puis Éric Truchon, dans sa première version, il a fait la même chose. Puis, vous voyez, lui, son toit, il va glisser. Il y a un toit qui est plat. Il va glisser sur la rail ici. Mais encore là, lui ici, il a mis des rails en fer angle avec des roues encavées. Et ça supporte des poids énormes. Fait que Martin, lui, il ouvre la porte, il y a un escalier, puis il y a une plateforme en haut, puis ses instruments installés là. Martin, il a fait une nouvelle version d'un observatoire. Il a reconstruit un autre observatoire à même sa maison, sur le toit de sa maison, là où il est. Il pourrait vous le décrire tantôt. Mais encore, c'est le même principe. Fait que lui, cette fois-ci, il a mis le moteur au centre ici. Probablement, je ne sais pas la dimension de son observatoire, c'est peut-être 10 pieds carrés. Là. Mais c'est le même principe, c'est des rails en fer angle, c'est des... Denis, c'est 10 par 12. Ah, 10 par 12, parfait. Tu pourras nous l'expliquer tantôt, Martin, en détail, c'est très intéressant, parce que vous allez avoir des choses ici qui a mis pas faire des flat feeds, ça, j'aurais des questions à y poser. En tout cas, le toit, il s'ouvre en remote, comme les autres. Puis là, il y a accès ici à son observatoire. Il y a deux télescopes installés, un 4 pouces puis un 12 pouces, je pense, avec ici des flip-flaps, je pense. Ça sert de couvercle. Non, je pense que c'est des... Non, c'est pas un couvercle, c'est des flats, hein? Ouais. C'est ça, c'est un flat panel. Moi, je le fais sur le ciel. Moi, je fais mes flats sur le ciel avec mes logiciels. Lui, il rentre à l'intérieur ici. Il y a un escalier, il rentre à l'intérieur parce que sa colonne est en dessous ici. Elle est isolée.
Fait qu'il arrive au toit, lui, par les escaliers, puis il commande tout ça à distance là, de chez eux. Éric Truchon, Rimouski, première version, il y a un petit télescope de 4 pouces qu'il avait installé sur un petit observatoire tout petit. Encore là, avec un moteur qu'il avait installé, lui, sur le côté. Fait que, lui, Éric, il avait installé ça sur le côté. C'est pas un gros toit pesant, là, c'était tout petit. Puis tout est monté dans son observatoire. Mais lui, il était chez lui à Rimouski, à une distance peut-être de 30-40 km de chez lui. Puis avec son téléphone cellulaire, mais lui ouvre le toit puis il le ferme. Je ne sais pas maintenant s'il le fait avec Nina. À l'époque, il m'avait posé des questions. Est-ce qu'il y a une version sur les 4 bits du driver ASCOM? Il ne l'avait pas, mais Martin l'a fait. Maintenant, il est compatible avec autant 32 bits qu'en 64 bits, avec n'importe quel logiciel, si on peut dire. Puis maintenant, Éric a fait une nouvelle version d'un autre observatoire un petit peu plus grand. Mais ici, cette partie-là, avec une porte pleine grandeur, elle reste fixe. Il a installé une station météo comme moi, là, avec un détecteur ancien caméra, un détecteur de pluie et de nuages. Il a installé ça sur l'observatoire. Mais c'est cette partie-là qui bouge avec un moteur placé au centre, un moteur de porte de guerre qui est placé au centre. Je pourrais nous expliquer tantôt pourquoi. Et ça marche très bien. Mais à Gatineau, Martin Desrosiers, lui, il a fait un observatoire, je pense qu'il y avait 12 pieds par 12 pieds, avec lui dessus un plane wave, puis avec une Paramount. Fait que lui, il a mis ses murs très haut parce qu'il n'y a pas d'horizon. Fait qu'il peut facilement mettre ses murs plus haut. La colonne est isolée dans le sol. Il lui a mis des pieux pour que ça bouge. Il a fait un toit, écoute, c'est immense, c'est très pesant. Il a fait faire ça en aluminium. On s'est mis à 4 ou 5 pour enlever ça, pour mettre ça sur le toit. Encore là, avec des rails en fer-angle, des roues en carré. Fait qu'une fois dessus, ça pèse une tonne, cette affaire-là. Là. Fait qu'il a installé un moteur au bout de ça, je pense, un 3/4 de force qu'il a mis, lui, avec encore là, une fois tout monté, une fois fini, là, il a tout fermé ses 2 bouts là, de son toit. Puis ça pèse une tonne, je vous le jure, c'est pesant au bout. Mais à la main, avec une seule main, vous pouvez le pousser sans problème. C'est pour ça que les roues encavrées là, sur des rails, là, c'est vraiment extraordinaire. Encore là, c'est un système de météo avec tout le kit. Il y avait également un All-Sky dessous. Il avait installé en intérieur son plane wave. Et là, c'est lui qu'on avait un problème. Son bouton pressoir, il était équipé d'électronique pour toutes sortes de gadgets inutiles. Fait qu'on ne trouvait pas moyen d'installer l'Arduino après son interrupteur muraire, mais on l'a installé sur son interrupteur, sa manette sans fil. Il en a même acheté une deuxième. Fait que ça marche très, très bien. C'est le même principe que j'ai fait avec le mien. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai pu faire le mien. J'ai découvert ça en faisant le sien. Fait que ça marche très bien. Fait que maintenant, ce que je vous ai décrit ce soir, c'est tout expliqué en détail sur mon site web. Fait que pour y aller, bien, vous allez simplement vous rentrer mon nom de Bergeron Astronomie, vous allez tomber sur mon site web et vous allez cliquer ici sur la petite image que là, construire son observatoire. Et là, bien, justement, je vais vous faire une petite démo juste avant de partir. J'achève, il reste 2-3 slides. Conclusion, bien, l'avantage d'un observatoire, ça apporte toute une autre dimension à notre patient. Et au lieu de dire, ben là, je n'en ferai pas parce que c'est l'hiver, ou je suis trop vieux, il y a de la mouche dehors, ou il y a de l'humidité, puis si c'est ça, ben vous pouvez maintenant, vous n'avez plus d'excuses si vous avez la possibilité de faire un observatoire chez vous, avec des narrowbands, si vous êtes en pollution lumineuse, mais il y a des narrowbands, vous pouvez faire de super de belles photos de nébuleuses avec ça, même en ville. Faites la même chose. Vous pouvez la contrôler à distance par Internet ou un réseau sans fil, comme on a vu. Moi, c'est surtout l'âge qui nous rattrape de plus en plus. Fait que l'avantage, tu es au chaud, puis tu peux profiter. Écoutez, c'est quasiment gênant de vous dire ça. Des fois, je suis dans le bain avec ma tablette, puis je fais de la photo. Fait que je contrôle tout à distance dans le bain. Là. C'est fou. Là. Je m'en vais chez ma soeur, je m'en vais chez mes enfants à Gaspésie. À tous les soirs, moi, je prends 15-20 minutes, je regarde les conditions de ciel. C'est beau. Je programme toute mon affaire, je fais ma photo, puis je surveille de temps en temps avec mon téléphone cellulaire qu'est-ce qui se passe chez lui avec mes caméras. C'est la Nirvana. Ça, c'est grâce à mon ami Martin. En gros, merci. Et c'est ça, on vit le Nirvana. Fait que, à 30 ans, c'est ça que je faisais. J'avais tout mon kit sur mon Alex200, 10 pouces, installé, puis bon, je prenais ça du garage, je prenais ça sur mes épaules, j'allais installer ça. Vous voyez ici des planches, là. Il y avait des assiettes métalliques avec des coups de 15 cm
qui est fixé là, puis je mettais ça des embouts de mon trépied du télescope, tout monté dessus sur mes embouts, puis je faisais ma photo. À 30 ans. Mais là, c'est là. On est rendu là. Fait qu'on fait ça en remote. Fait que tout est là. Fait que vous allez sur mon site web, vous cliquez Enter. Fait que ben, on va le faire, tiens. Fait que ça, vous déroulez. J'ai plein de tutoriels là, sur utiliser pas Nina, mais des commanders de Sky, de Maximdale et tout ça. Mais c'est surtout ici. Cliquez sur l'image ici, construire son observatoire automatisé. Cliquez sur ça. Vous tombez sur la page web. Ici, j'ai des liens rapides. Fait que vous cliquez sur ça, vous arrivez directement à l'endroit. Fait que là, j'ai du texte. Il y a des liens, il y a des vidéos, il y a tout ça. J'explique tout ça. Là, partez pas en peur quand vous allez lire ça. Je ne comprends rien. Prenez le temps de le lire et de le relire à des journées différentes. Des gens en France, ils l'ont fait. Il y en a 3 qui l'ont fait simplement en disant. Là. Puis, ils ne m'ont même pas communiqué avec moi. Ils m'ont seulement dit on a fait un observatoire. Merci beaucoup. Tu remercieras Martin Dufault. Ben, tantôt, Martin, je l'ai remercié de la part de nos collègues français. Fait que ça va à peine de faire des pages web. Des fois, ça nous fait connaître un petit peu. Fait que ça, c'était le circuit de base que Martin avait fait avec des résistances sans système de protection. Grâce à des visites de mon ami Stéphane, on a fait une version protégée. Fait que tout ça est là, tout ça est détaillé. Les liens pour commander des pièces sont tous là. Commander sur AliExpress, commander des caméras vidéo. En tout cas, fait que vous irez voir ça si ça vous intéresse. Ici, je le marque ici comment j'ai fait pour faire ma plateforme. J'avais un ancien observatoire que j'ai transformé avec celui que vous avez vu, là. Celui-là. En bas, complètement, c'est l'Arduino. Vous voyez, il y a du stock. Là. Je me suis permis de mettre beaucoup de stock, plus que le client en demande, pour justement que les gens puissent se débrouiller. Mais il faut être débrouillard. Il faut mettre l'effort. Si vous ne voulez pas mettre des efforts, je vous dis tout de suite, n'embarquez pas dans un projet comme ça. N'embarquez pas en astrophotographie du cours. Fait que ceci dit, c'est ça mon site web. Maintenant, comment ça fonctionne? On fait une petite démo live vite faite. Je vais juste montrer. Après ça, on va passer aux questions, puis on va pouvoir discuter. Fait que ça, c'est l'ordinateur que j'ai présentement dans mon salon, mon laptop, ce que je vous parle présentement. J'ai une version de TeamViewer qui est installée dessus. Vous voyez ici, j'ai Anides qui est dessus. J'ai TeamViewer qui est dessus quelque part. Et moi, je vois ici habituellement. Il est toujours allumé. Quand j'allume Windows, là, automatiquement, mon TeamViewer il allume. Ce que je fais ici, moi, je clique sur l'icône TeamViewer et là, je vais y aller en réseau local. Je rentre l'adresse IP de la carte réseau de mon ordinateur dans mon observatoire. Je clique Connect. Voyez-vous, il marque ici Connecté. Authentifié, il me demande mon mot de passe. Donc, je vais rentrer mon mot de passe. Là, on rentre ça dans les paramètres. Voilà. Là, je suis sur l'ordinateur de mon observatoire. Bon, ici, je suis déconnecté de ma caméra iSky parce qu'il me demande ici, parce que lui, de temps en temps, il se déconnecte. Je vais la reconnecter. On va aller voir mon ciel. Fait que moi, j'ai 2 caméras zoom. J'en ai une que j'utilise comme autoguideur avec mon Onag XM, qui est sur mon télescope, mais j'utilise ici ma ZWO 178. Je clique sur ça. On va cliquer OK. Bon, là, il va prendre des photos. On va aller voir. Là, je vois ici. On va juste ajuster un petit peu plus. On voit la Lune qui est ici. On va juste augmenter le gain parce qu'on est rendu le soir. Si la Lune est là, ça veut dire, regardez, voyez-vous, mon ciel il est nuageux, mais il neige peu. Fait que voici, la Lune est présente présentement, mon ciel est couvert. Vous voyez que ça bouge. Fait que on va aller voir maintenant mon observatoire. Fait que ici, c'est la caméra de mon observatoire. Voyez-vous, là, voyez-vous, le ciel est dégagé, mais j'ai un petit peu de vent, puis je vois un petit peu de neige. J'ai de la neige sur mon toit. Ça, c'est avec mes LED infrarouges. Ça fait rien. On va pouvoir quand même faire la démonstration, même si c'est juste vite fait. Là. Fait que là, supposons que mon ciel est clair, je vais aller voir ma station météo. Donc, ici, ma station météo. Dis-moi, Denis, c'est-tu des bancs de neige qu'on voit passer ou bien des mouches à feu? Non, c'est des grains de neige. OK. Parce qu'ils ventent dehors présentement. Il y a neigé beaucoup tantôt. Mais là, quelques grains de neige, moi, ça ne me fait pas mourir. Denis, quand je remarque dans mes caméras, ils passent des points comme ça, puis c'est comme des points de chaleur. C'est pas toujours de la neige ou des
Ah, ça se peut. Ça peut être des insectes l'été. L'été, c'est des insectes. Non, ben écoute, je n'ai pas identifié ce que c'est, mais c'est comme des points de chaleur qui passent, des poussières, je ne sais pas trop quoi. Ah, Ça des me fait poussières, ça ça moi se aussi peut. au Mexique. J'ai pas de neige. Parce que ça, c'est une lumière infrarouge là, qui est claire. Là. Fait que Exactement, c'est s'il y a ça. quelque chose C'est qui ça. passe, il y a une réflexion. Fait que Exactement, c'est ça. la caméra peut le voir. Ça peut être une petite poussière de rien. C'est ça. Fait que je vais aller voir ici mon système de météo. Bon, voyez-vous, ça joue au fou, là. Fait que là, présentement, il marque clear, là, mais regardez, il fait un gros zigzag. Là. Fait que de temps en temps, c'est clear, là, il s'en va vers le cloudé. Là. Fait que ça ne sera pas des bonnes conditions pour faire de la photo, mais c'est comme ça fonctionne. Voyez-vous, ici, il marque rain. Fait que si je vais cliquer ici sur rain, il est en bas complètement. Il a tombé de la neige tantôt. Fait que c'est sûr que le détecteur, il a capté de la lumière. Lui, le détecteur de pluie, il chauffe un peu. Fait que quand il y a de la neige qui tombe dessus, il fait fondre la neige, ça se transforme en eau. Et là, lui, il y a un système ici, c'est comme une résistance. Dans un sensor ici, vous voyez, rain, là, il est marqué 0, mais normalement, ça peut être marqué 4000. Quand c'est marqué 4000, puis là, il se met à avoir de la pluie, la résistance change. Là, il tombe à 0. Fait qu'il change la condition. Là, maintenant, c'est rendu rain. Donc, c'est des conditions que je ne serais même pas capable d'ouvrir mon observatoire avec CSD Commander ou Nina. Si j'actionne dans le logiciel le détecteur de pluie, c'est pour ça que si vous faites un observatoire à distance, moi, je vous recommande bien gros d'utiliser un système comme ça. Parce que c'est vraiment important de protéger votre équipement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le toit. Là, je vais aller utiliser un logiciel. Je peux utiliser Daskai, Nina ou n'importe quel. Lui, je vais le mettre en bas. Là. Il n'y a plus besoin. Je vais regarder quand même ici présent la caméra. C'est toujours bon de regarder ce qui se passe. Hein. Ici, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne une web switch. Fait que je vais ouvrir le toit, puis après ça, je vais accéder des lumières à l'intérieur. Puis je vais fermer mes lumières infrarouges pour qu'on puisse mieux voir. Fait que là, présentement, je regarde ici les conditions ce soir avec Clear Skies Clock. C'est pas bon. C'est des nuages. Si je vais voir l'autre astrosphérique, merci à celui qui a envoyé le lien sur Discord. Ça me l'a fait découvrir. Je ne connaissais pas ce site-là. Fait que là, c'est un autre que je me sers pour vérifier. Fait que, voyez-vous, avec des bois, je suis des nuages. Fait que c'est bon à rien. Puis ça ressemble un peu avec les classes là. Ça va peut-être se dégager vers 2 heures, par contre. Puis il y en a même une animation que tu peux faire. Lui, il va avoir des nuages, puis il fait un modèle. Si je clique sur le triangle ici, là, vous allez voir, là, il va marquer ici l'heure que ça change. Fait que, voyez-vous, vers 2 heures du matin, ça va s'éclairer. C'est ce qu'il dit ici. Là. Puis ça n'a pas les meilleures conditions de seeing, par contre. Là. Fait que vers 2 heures, moi, je serais bon peut-être faire de la photo ce soir. Je vais surveiller ça. Quand je pourrais programmer mes affaires, moi, pour dire, mais vérifie à 2 heures si c'est beau, puis si c'est beau, mais ouvre le web, fais ta photo. Je vais tout faire ça avec ces télécommandeurs. En tout cas, fait que c'est fun, ça, pour ça. Les wet switch, comment ça fonctionne? J'en ai 3 ici. Je vais prendre la première, ici. Et ça, des wet switch, moi, je le fais avec des scripts. Je peux tout ouvrir par des scripts. Au lieu de le faire à mitaine, je me suis créé des petits scripts grâce encore là à mon ami Martin, qui m'a donné le truc, comment faire des scripts, et ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un saut. Fait que je clique ici, Outlet, je clique dans ça, tout est enregistré, fait que mon username, ça, tu rentres ça dans le setup, là. Puis on va ouvrir la wet switch. Voilà. Et là, ma wet switch est ouverte. Vous voyez ici, en bas, je vais juste écartiller un petit peu ma fenêtre. Fait que voyez-vous, la prise numéro 1, c'était ma caméra vidéo intérieure, elle est fermée présentement. Ici, j'ai des lumières rouges, elles sont fermées, je vais l'ouvrir tantôt. Bon, je contrôle également mon petit observatoire à côté, la monture Yapton, puis la caméra du Big Teleview, là, de cette caméra-là, je la contrôle aussi, avec ce wet switch-là. Et si je veux ouvrir ma caméra Big, mais simplement ce que je fais, c'est que je vais ici, vis-à-vis caméra Big ici, je clique On. Fait que là, je viens d'ouvrir ma caméra. Là, je pourrais utiliser ma caméra. Si je veux la fermer, je clique sur Off. C'est tout simplement ça, une web switch. C'est aussi simple que ça. Tantôt, je ferai une démonstration pour la lumière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Maxime DL. On va utiliser le driver ASCOM de Martin pour ouvrir le toit.
Attends une seconde, je l'ouvre. Là. Bon, open. Ben, je pourrais utiliser n'importe quel logiciel pour faire ça. Je pourrais utiliser Sky. Ben, je vois. Bon. Parce qu'avec Maxime DL, il monte avec un schéma si le toit est ouvert ou non. Ça, je trouve ça le fun. Bon, on va commencer de voir les deux caméras ici. C'est-à-dire, voir ce qu'il va faire. Fait que vous voyez, je suis à distance. Moi, je suis dans mon salon, bien au chaud. Je vois mon observatoire qui est fermé. Je vais actionner ici dans l'onglet Observatoire tous les contrôles d'observatoire. Fait que je pourrais actionner mon télescope, les focuseurs, les rotateurs, tout ça. Là. Mais là, ici, j'ai Dome. Parce que si je clique sur Dome, si je clique sur la petite flèche ici, tant de choses. Quand je vais installer le driver Ascom de Martin, il va y avoir dans la liste ceci. Ascom Dome driver pour moteur de porte de garage. Vous cliquez sur Properties. Voilà. Et là, vous configurez le port COM qui est ici pour l'Arduino. Là, c'est l'Arduino qui rentre en ligne de compte. Et avec ça, je vais pouvoir me connecter. Fait que là, je clique OK. Fait que là, voyez-vous, là, je suis connecté. Je vais aller maintenant dans l'onglet Dome. Là, ce que ça me dit, ici, dans le schéma, ça veut dire que mon toit est fermé. C'est comme un observatoire à dôme, là, avec une slot. Ça serait la slot ici. Mais ça peut marcher aussi bien avec un observatoire à toit ouvrant comme le mien. Fait qu'ici, dans Dome, Shutter State, c'est marqué Close. Ça, c'est le driver Ascom de Martin. Il va lire, là, présentement, j'ai un aimant qui est vis-à-vis un contact magnétique qui est ici. Fait que lui, il est vis-à-vis, puis ça indique fermé. Mon toit est fermé. Tantôt, le toit va s'ouvrir, fait que l'aimant va suivre le toit. Il va arriver vis-à-vis le deuxième contact magnétique, puis il va marquer ici ouvert. Ça, c'est les contacts magnétiques reliés au circuit Arduino qui vous fait ça. Si vous n'avez pas de circuit électronique Arduino, vous n'êtes pas capable de le faire. Mais Martin, brillant comme il est, il y a un plan B. On va le faire avec le plan B tantôt. Fait qu'on va commencer avec les contacts magnétiques. Maintenant, je veux l'ouvrir. Je clique sur Open ici. Et là, on voit le toit qui s'ouvre. Puis ici, on voit qu'il est à moitié. Et dans Status State, ça indique Opening. Donc, on peut voir le télescope est au parc ici à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des caméras IP extérieures pour pouvoir voir l'infrarouge. Bon, donc là maintenant, si on remarque ici, on voit que la fenêtre est ouverte, puis c'est marqué Status State Open. Donc là, l'observatoire est ouvert, et là, mon aimant est vis-à-vis le deuxième senseur magnétique, qui est un petit peu à l'extérieur ici. Et lui est également relié à mon circuit Arduino. Fait que vis-à-vis ici, dans mon cas. Présentement, le toit est ouvert. Fait que maintenant, on va le fermer. Fait que je vais cliquer sur Close ici. Et là, ici, il marque Status Close. Fait qu'on voit le toit est en train de se fermer. Et là, il va être complètement fermé, mais toute la fenêtre ici va être fermée. Et ça peut tout être commandé automatiquement dans les logiciels comme la séquence avancée de Lino ou le driver de System Commander. Bon, maintenant, je vais faire la même chose, mais sans utiliser les senseurs magnétiques. Je vais aller ici dans Setup, je vais déconnecter et je vais me reconnecter ici au driver dans Setup ici. Tantôt, j'expliquais que Martin avait prévu de pouvoir utiliser le Maxime DL. Je clique ici, je vais aller dans autre chose et je vais cliquer sur Propriétés. Bon, tantôt on avait testé en cliquant le petit bouton Connect ici, on avait testé le driver, on va le refaire. Fait que, si je clique sur Test, puis il marque 1.0, ça veut dire que le driver est connecté au COM3. Maintenant, ici, si je clique sur le bouton Déplace, le toit va se déplacer, mais sans tenir compte des senseurs magnétiques. Donc, je clique dessus. Et je regarde ici, on voit le toit, il bouge. Fait que là, ça permet d'ouvrir le toit sans passer par les senseurs magnétiques au cas où on aurait un problème. Également, moi, j'ai deux laptops d'installer dans mon garage avec un circuit Arduino chacun, qui sont connectés sur une manette sans fil. Fait que je peux utiliser les manettes
avec un autre ordinateur que je prends le contrôle avec le TeamViewer. Et je peux faire la même chose, je peux fermer le toit avec un autre ordinateur complètement indépendant de celui que j'ai dans l'observatoire. Maintenant, si je veux le fermer, je clique à nouveau sur Déplace. Et on va voir le toit, il va se refermer. Voilà. C'est une petite démonstration sur ouverture et fermeture du toit à distance avec TeamViewer. En prenant le contrôle de l'ordinateur dans l'observatoire. Maintenant, quand je travaille présentement, je suis connecté avec je suis dans un réseau local, c'est-à-dire je ne passe pas par Internet. Ça, je vais fermer tout ça. Je vais vous montrer comment on détermine l'adresse IP de la carte réseau de l'ordinateur qui est dans l'observatoire. Ça, je vais le fermer. En fait, je vais le mettre en bas. Je vais le laisser ouvrir. Bon. Ce que je fais ici, c'est que je marque la commande CMD, Command Prompt. J'ouvre simplement ça. Je clique dessus. Et je rentre la commande IP config. Et je clique Enter. Fait qu'ici, on voit Ethernet adapteur Ethernet 2, c'est là que je suis connecté présentement. Puis IPv4 adresse, ici j'ai 192.168.1.57. C'est l'adresse IP de la carte réseau de l'ordinateur qui est dans mon observatoire. Fait que si je veux travailler en réseau local, dans TeamViewer, si je viens à l'inverse ici, je vais juste ouvrir mon TeamViewer de mon ordinateur de maison. Ici. Vous voyez, j'ai rentré ici l'adresse IP de la carte réseau de l'ordinateur dans l'observatoire et je clique Connect, puis il va me demander le mot de passe. Il faut sélectionner un mot de passe permanent dans les options de TeamViewer dans l'observatoire. Et si je veux aller par Internet, à ce moment-là, si je reviens ici à mon TeamViewer dans l'observatoire, si j'ouvre ici TeamViewer, il est toujours ouvert, lui, aussitôt que Windows est ouvert. Vous voyez ici l'adresse 243, là, ça finit comme 991 avec un mot de passe qui génère à chaque fois. Mais moi, mon mot de passe est permanent aussi. J'ai un mot de passe que j'ai configuré dans les options. J'ai simplement qu'à rentrer l'adresse ID ici dans le TeamViewer de l'ordinateur que j'utilise, qui finit par 991. Fait que si je prendrais ici, mettons que je vais le fermer, je vais vous le montrer, c'est la même chose. Fait que 243.909. Bon, on va sortir le TeamViewer dans le réseau local. Ça finit par 991, c'est celui-là ici. Ça, c'est le numéro ID pour généré par TeamViewer, mais si on veut y aller par Internet, je clique Connect ici. Là, il va me demander mon mot de passe, Authentification, on le voit ici. Et voilà, je suis rendu à nouveau dans l'ordinateur, mais cette fois-ci, c'est par Internet. Si j'étais partout ailleurs que chez moi, j'ouvre mon TeamViewer, puis je rentre l'adresse ID de l'ordinateur ici. Cette adresse ID-là, avec le mot de passe permanent. Et j'accède à mon ordinateur dans l'observatoire, puis je peux tout faire ma séance photo. C'est peut-être une petite démonstration pour montrer le côté pratique de pouvoir contrôler à distance un observatoire.